Genre, je recommande surtout à personne de faire les études que j'ai fait. On avait levé à l'époque un petit seed, genre de 200K. D'abord, on s'est fait ban pendant 72 heures sans explication. Elon Musk, il a pas fait beaucoup de bien, je pense, à Twitter. On a pris un chèque de 2 millions à la vente. Pourquoi vendre sa boîte alors que ça marche ? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Tom Jackson, qui est le cofondateur de Taplio et de Tweethunter. Donc voilà, bienvenue Tom. Salut Laetitia, salut les autres. Hello Tom. Eh ben écoute, bienvenue parce que en fait tu nous as dit en fait que tu voulais venir pour te faire prendre des gifles, hein. C'est toi qui nous as fait ça. Ouais, non mais c'est exactement ça. Donc non mais en vrai j'ai écouté le podcast, genre je pense que j'ai écouté genre peut-être au moins la moitié, les 3/4 des épisodes et je kiffe. Du coup, je vous avais juste écrit un peu en mode salut, c'est cool. Et puis voilà, maintenant je suis là, je suis très content. J'ai hâte de me faire défoncer. C'est quoi cette réputation qu'on a, genre on défonce les gens. Du coup, en tout cas, on est trop content de t'avoir ici sur le podcast. Donc, du coup, je suis avec Marwan, Alex, donc les acolytes Mastermind pour un épisode. On va parler pour changer de SaaS. C'est un peu notre vibe. Pourquoi ? Tout simplement parce que Marwan, il en développe 2. Alex, il accompagne des SaaS. Moi, j'en ai monté un jadis. Peut-être qu'un jour, j'en remonterai un. Et du coup, Tom est un serial entrepreneur. T'as monté 2 SaaS et en plus qui marche bien. Du coup, on aimerait bien parler de ça avec toi. Il y a plusieurs sujets. On aimerait parler de l'idée de Taplio, Tweethunter, de comment t'as validé l'idée, comment t'as trouvé les bons prix parce que ça coûte pas rien en fait quand même Taplio, c'est quand même un petit billet, etc. Donc ça m'intéresserait de voir comment tu fais pour faire venir les gens, les garder, etc. T'as aussi également toute la partie aussi également stratégie de vente, qu'est-ce que tu mets en place pour faire venir les mondes, et puis aussi parler de vente. Et il y a un sujet aussi qui m'intéresse parce que j'ai vendu une boîte et je sais que moi j'avais pas envie d'y rester et toi t'es là en fait, t'es à fond à 100%, et donc du coup ça m'intéresserait de voir en fait comment tu gères cette nouvelle posture, enfin voilà quoi. Donc on a plein de sujets et puis probablement Marwan et Alex ils auront des trucs qui vont arriver du chapeau. Du jour déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton parcours rapidement, comment t'es arrivé à monter des SaaS quoi? Ouais, en gros, du coup, moi, j'ai un profil, genre, je recommande surtout à personne de faire les études que j'ai fait. J'ai fait 2 écoles de commerce, c'est 2 fois trop. Et en fait, dès la fin de la première, je savais que j'avais envie d'entreprendre, mais tu sais, tu te dis un peu, faut peut-être que je bosse d'abord. Donc, j'ai un peu bossé en agence de marketing digital et en fait, je suis rentré en France faire un master entrepreneuriat. Ouais, ça existe. C'est celui de l'ESCP, non? Ouais, exactement. Et en vrai, c'était pas mal. Enfin, au final, c'était relativement concret pour un truc t'es dans une grande école et tout. Mais surtout, j'ai rencontré dedans quelqu'un qui savait dev. Et ce gars-là, c'est Thibaut, qui est encore mon associé du coup aujourd'hui. Et en fait, on a d'abord lancé une première boîte ensemble à l'issue de ce master. C'était une app mobile pour motiver les enfants à genre ranger leur chambre, se brosser les dents et trucs comme ça. Et du coup, déjà cette première bourde là, c'est que tu fais une app pour un marché cible que tu connais absolument pas, tu vois, genre t'es pas parent, tu fréquentes pas d'enfants, genre c'était catastrophique. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près, genre? Je crois 25 ans. Ok. Mais n'empêche que, c'est con, mais l'app a quand même marché. C'est-à-dire qu'on a quand même fait 100 000 downloads en France seulement. Donc c'est pas dégueu. C'est juste que on a fait à peu près $1,000 en face de ces 100 000 downloads. Donc c'était un peu chaud de gagner sa vie. Avec de l'ADS. Ouais. Alors on avait un peu du premium, du freemium et de l'ADS. Ouais, on a fait quelques sponsorships, genre je sais plus quelle marque c'était, si c'était Oral-B ou Colgate qui sponsorisait se brosser les dents, tu vois.
Ok. Bref, on s'en fout. Et du coup, bah, ça a quand même, enfin, au final, je suis parti au bout de 2 ans parce que ça marchait pas, on n'arrivait pas à relever, parce qu'on avait levé à l'époque un petit seed, genre de 200K ou 300K, un truc comme ça. Ouais, quand même. Et puis on n'arrivait pas à relever. Ouais. Je peux te poser cette question-là parce que, comment tu lèves, en fait, voilà, c'est une app, t'es avec ton pote dans un master SCP, t'arrives à lever 200K. Tu fais comme si c'était classique, genre wow, on a levé un petit truc. J'avoue. 200 000 euros, 200 000 euros. J'ai ouvert mon sac, il y avait 200K. Ouais, tu vois, genre avec 200 000 euros, tu fais quand même pas de choses. D'abord, on a fait, enfin. Et tu peux dire aussi c'était à quelle époque? C'est ça que t'as pas dit. Ouais, déjà, voilà, parce que 2000, c'est quoi? C'est 2015 en gros. Okay. Donc c'est une époque quand même assez différente. Beaucoup moins d'entrepreneurs en fait. Moi, j'avais déjà l'impression d'être en retard, mais en fait, j'étais en avance par rapport à plein quoi. Donc il y avait beaucoup moins de gens qui levaient. Et puis on a commencé par faire d'abord, enfin, on se payait pas. On a pris une armée de stagiaires. On a fait un Kickstarter où, enfin, on a mis genre 2000 balles chacun de notre poche. On était 3 associés. On a fait un Kickstarter. On a collecté genre, je sais pas, 20 000 euros. Avec ces 20 000, ça nous a duré, je sais pas, 6 mois. Et à partir de là, on avait quand même un peu de track record pour dire, bon, on a quelque chose, ça marchote, voilà. Est-ce que vous voulez nous suivre ou pas? Et puis, on nous a suivi une première. On a pitché devant plusieurs fonds et des BA. On s'est fait tège bien comme il faut par plein, mais il y en a un qui a dit oui. Et après, par contre, ouais, un fonds. Mais un fonds en mode, ils trouvaient notre idée rigolote, quoi. Eux, ils mettaient des tickets à 5 millions. Et, et à 200 ou je sais plus combien exactement, ils étaient genre facile. Bon, l'époque de ouf. Ouais, tu vois, 200K, va t'amuser avec ton app. Je suis mort. Ouais, après j'ai l'impression que parfois dans les années plus récentes là c'est x10 par rapport à avant. J'ai l'impression que maintenant parfois tu lèves 2 millions, je sais pas, peut-être que je me gourre là-dessus, mais genre quand j'annonce que j'ai fait un seed à 200K, genre les gens ils me disent mais c'est pas un seed, c'est à peine du love money, tu vois. Je suis bah ouais, c'est vrai. Je sais pas. C'est vrai que la notion d'argent elle a changé. Et putain, la guerre en Ukraine et tout. Et bref, et du coup bon, on s'en fout. Bref, ils ont pas dit oui une deuxième fois. Ils sont pas voulu remettre au pot parce que ça avançait pas d'un point de vue vraiment business. Et du coup, je suis parti. Après, j'ai managé une petite boîte pour le compte d'un autre entrepreneur dans la mode masculine. Après, j'ai bossé. C'est ton point commun avec Alex. C'est ton point commun avec. Ah ouais. C'était qui la boîte dans la mode? Ah, c'est la Boxom. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me parle pas, mais c'était à l'époque où il y avait pas mal de box avec comment voilà, ça s'appelle, d'abord men machin là. Ça c'est terminé, les tendances de boxe, ça c'est fini tout maintenant. Je connais pas cette box là exactement, mais enfin la Boxom ça existe encore. Ça existe. Ah, ça existe encore quoi? Ouais, ça tient. Après, je sais pas si ça grossit ou pas, j'en ai aucune idée honnêtement. Après, ça fait longtemps. Hein. Non, pour la petite histoire, en fait, Alex, je crois qu'il avait un blog de mode masculine. Il avait un truc comme ça au tout début. Ouais. Alors maintenant, j'ai pas trop les restes. Vu qu'on me sert maintenant, on va se dire ok, c'est un escroc lui. Je comprends qu'il est stoppé. Voilà. Il est stoppé ce truc. Bah avant, faut pas croire, mais Alex il était à la Fashion Week et tout. Ok, du coup, tu bosses après, et après tu reviens à l'entrepreneuriat ou tu repars encore? Ouais, enfin, en vrai, fallait quand même payer mon loyer, tu vois, enfin, il y a un moment, faut gagner sa vie, et du coup, non, j'ai continué de bosser, enfin bref, j'ai fait des postes en marketing et en product. Mon dernier poste, c'était en product chez Hello Asso, c'est une très belle startup, je sais pas si ça te parle. Carrément. Paiement associatif, très stylé. Et c'était mon dernier poste salarié, puis que j'ai quitté du coup pour me réassocier avec avec Thibaut, mon associé. Voilà, donc ça c'est un peu d'où, enfin tout ce qui est venu avant. Et après, l'histoire de comment est venu Tweet Hunter, parce que c'était Tweet Hunter avant d'être Taplio. Pour la faire courte, en gros, on avait une espèce de thèse
d'entrepreneuriat, quoi. Un peu comme les VC peuvent avoir des thèses d'investissement. Nous, ce qu'on voyait, c'était des products de plus en plus faciles à build, avec le no-code, avec des trucs boilerplate. Enfin bref, en fait, sortir un product, c'était plus tellement le problème. Et énormément de gens qui veulent commencer à bosser à leur compte, lancer leur tool, leur boîte, leur SaaS, etc. Et ça, c'était un peu notre, je sais pas, c'est un peu des vérités générales qu'on considérait comme importantes pour le marché qu'on voulait adresser, enfin qui nous ont permis en fait plutôt de définir le marché qu'on voulait adresser et comment on voulait l'adresser. Et en fait, au début, vous saviez pas en mode que vous alliez taper la partie un peu créateur économie, etc. C'était pas votre non, c'est enfin votre premier guess. Il y avait quelque chose là-dedans, tu vois, genre on savait que ça existait par ailleurs, ça fait un peu partie de la trend je veux bosser pour moi-même, tu vois. En gros, je me lance, j'arrive sur un marché ultra compétitif. Nous, on se projetait plus dans la cible indie maker, mec dans leur canapé en train de coder et de galérer à trouver 3 clients. Mais c'est vrai que ça s'appliquait tout aussi bien en fait à la créateur économie, en mode vas-y, je commence à poster, à faire du contenu sur une thématique X, Y, Z, et je galère à grossir mon audience, je galère à créer du contenu fréquemment, etc. Et en fait, du coup, bah, on a testé quand même un petit paquet de trucs. Je me souviens plus exactement des tools qu'on a fait, mais avant de créer Tweethunter, on a fait genre 5 ou 6 trucs. 5-6 tools. Ouais. En fait, en mode sprint, non? Je crois dans un podcast que j'ai écouté, Thibaut raconter ça. En gros, on essayait de se donner environ, parce qu'on n'avait pas non plus des règles hyper strictes, mais environ 1 semaine pour build et 1 semaine pour launch. Quoi. Et donc 2 semaines pour valider un produit, quoi. Environ. Ouais. Et l'idée, c'était pas de se dire vas-y, cette idée, elle a pas marché au bout d'1 semaine, du coup, c'est de la merde. Elle est sûrement quand même bonne l'idée. C'est juste que nous on voulait un banger, tu vois, un truc genre il y a pas besoin de passer 2 ans dessus pour trouver ton product market fit et que ça y est tu commences à faire un peu d'argent et tout. Du coup, nous toutes ces idées là où ça va te demander 6, 12, 18 mois de vraiment aller faire ton 3K de MRR pour vivoter et puis pouvoir avoir de quoi avoir venir. On se disait que c'était pas pour nous. Nous, on préférait si ça marchotait à peine, vas-y, on balance, on jette ça à la poubelle, on passe à l'idée suivante. C'était vraiment ça. Tu vois, genre voilà, Alex est mauvaise langue, je le balance. Il a dit oui, Taplio. Ça, ils ont eu l'idée, c'est un coup de chance, mais voilà, non, 5-6 tools. Comme un poucave, l'autre. 5-6 tools. Non, c'est important. 5-6 tools, que t'as mis en place. Ok. Non, en tout cas, je trouve ça super bien, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut, vas-y, je te laisse parler, parce que là, il y a, moi, il y a des trucs qui me titillent, genre, en gros, donc, tu quittes la boîte dans laquelle t'es product, Hello Assurance, je crois, c'est ça, la dernière. Tu t'associes avec Thibaut. Hello Asso, pardon. Tu t'associes avec Thibaut, mais vous savez pas encore ce que vous voulez faire. Juste, vous êtes en mode, ok, on a bien fité, on va lancer un projet ensemble. Ouais, c'est exactement ça. Et puis aussi, on s'était planté ensemble déjà, et on a pu bien débriefer de pourquoi on s'était planté, quoi. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va build des trucs pour nous, on va build des trucs rapidement, on va build des trucs en optimisant pour faire de la thune et pas pour avoir des users. Donc, c'est un peu des généralités maintenant, mais enfin. Franchement, il y a 3 ans, c'était pas tout le monde qui disait ça, quoi. Tu vois. De ouf. Et voilà. Mais oui, mais en fait, ce qui est super important dans ton... Ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, Lucia, vas-y. Non, mais ce qui est super important dans ce que tu dis, c'est que tu connaissais le gars avec qui tu développes. Tu sais, c'est pas, en fait, ça. Ouais, c'est plus important. Ça fait aussi la différence. C'est-à-dire que tu t'es déjà planté avec cette personne-là. Vous avez eu le temps de débriefer sur un produit que vous avez vendu, même si c'est 1000 balles, mais vous avez vendu quelque chose, vous avez eu des users. Et donc, du coup, en fait, tu connais vraiment bien la personne, vous connaissez, vous savez comment vous bossez ensemble. Donc, déjà, ça, en fait, t'as une longueur d'avance par rapport à 2 personnes qui se rencontrent là, demain, et qui se disent, viens, on fait la même chose que Tom, en mode genre, on lance 5-6 et on voit ce qui se passe. Non, mais de ouf. Toutes les embrouilles, que tu peux avoir, etc., tu les as déjà eu, quoi. Et puis, exactement, il y a zéro méfiance, tu vois.
Genre ni l'un ni l'autre est en train de se dire vas-y qu'est-ce qu'il fout là, il est pas sur Slack, tu vois. Genre, tu sais il y a pas ce genre de trucs là où on se dit est-ce que il contribue autant que moi, est-ce que je contribue autant que lui et tout. Juste on sait que enfin les choses étaient au clair, on savait comment on bossait chacun. Parce que justement, en plus, moi, ma question, c'était ça, c'est donc, ça regroupe un peu tout le truc où j'ai envie de creuser parce que ça m'intéresse de malade. Donc, tu t'associes avec Thibaut. Là, de la façon dont tu parles, j'ai le sentiment que potentiellement vous étiez pas ensemble, genre en physique. Tu sais, on a interviewé nous Arnaud de Breakcold, avec son associé. Ils se sont enfermés, ils sont partis dans un appartement et pendant 1 an, ils ont charbonné, tu vois. Vous étiez pas ensemble? Non, lui, je crois que quand on s'est bon, moi j'ai toujours été à Bordeaux, hein. Puis lui, il a été en Thaïlande, à Bali, à Paris, en Bretagne, je sais pas quoi. Enfin bref. Un vrai indie. Ouais, un nomade, un digital nomade quoi. Et ouais, non, on s'est pas vu ça. Enfin, je crois qu'on a mis 1 an à se voir entre le moment où on a build et le moment où on a launch et le moment où on s'est vu pour la première fois. Et moi, ce qui m'intéressait de ouf, c'est justement, donc déjà, tu vois, tu t'associes, vous avez pas trop d'idées, mais vous savez un peu dans quelle direction vous allez, et vous vous dites direct, bon, on va shipper des produits, et on prendra celui qui marchera le plus. Tu vois, déjà, de un, comment un peu tu génères ces idées-là, et surtout de deux, lui c'est le tech, toi t'es plus la partie product et market. Comment tu goupilles en fait? Parce que en vrai, là, avant d'avoir réussi à faire péter Twitter, vous avez quand même fait 5 go-to-market, tu vois. Donc c'était quoi un peu ton process, ta strat en te disant, en plus t'en as fait 5, donc au bout d'un moment il y a peut-être des mécanismes, tu recycles des choses. Enfin, je suis un peu curieux de comprendre comment vous faites ça, parce que c'est pas si simple que ça, hein, mine de rien, tu vois. Moi je le vois. Parfois c'est un peu galère. Surtout quand t'es à distance et tout, c'est pas la même chose. Je pense que tu vois, il y a une réalité dans les products qu'on a build, c'est que on a choisi des cibles et des réseaux sociaux qui favorisent un peu la viralité de ce qu'on build. Okay. Par là, je veux dire que quand on choisit la cible indie maker, on a en face de nous des gens qui ont envie de tester des nouveaux products. Donc, quand tu vas sur Reddit, Side Project ou Reddit SaaS ou les trucs comme ça, les mecs ils t'accueillent et ils regardent ton product et ils te disent s'ils trouvent que c'est cool ou pas. Mais en tout cas, t'as une chance de t'exprimer en fait. Contrairement à, je sais pas, Reddit, j'en sais rien, audiophile. Si t'arrives avec ton SaaS pour mec qui aime la musique et que t'arrives dans le Reddit audiophile, tu vas te faire ban au bout de 2 secondes, tu vas même pas exister, tu vois. Donc il y a un peu de ça, tu vois, genre moi je sais que les premiers launchs qu'on faisait à chaque fois, c'était moi je faisais un screen recording de moi en train de jouer un peu avec le tool qu'on avait build. Je postais juste ça sur Reddit. I build this tool, machin, le lien en comment et à minima, on arrivait à ramener, je sais pas, 50 personnes sur la landing, tu vois. Parfois plus. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait quand même pas les moyens. Bon, mon associé, il avait, je sais pas, 3-4K followers, un truc comme ça sur Twitter, qui est pas nul. Parce que c'est très bien. C'est déjà un petit asset sympa à solliciter. Tout ça pour dire qu'on avait quelques facilités à ramener 100, 200, parfois 300 personnes sur une landing et voir ce qui se passe. Et ce qui est quand même pas assez pour valider une idée si jamais ton but c'est de passer 3 mois à build ton product et ensuite des mois à itérer dessus, etc. Mais si t'es dans notre optique qui est de faire un banger ou si sur 100 personnes il y en a pas 5 cachettes, c'est que t'as un problème, bah ça fonctionne quoi. Okay. Donc toi t'étais en mode genre Day One. Ah vas-y. Pardon, il y en a eu beaucoup là. Priorité à moi là parce que voilà. Parce que à quel moment du coup tu stoppes, est-ce que tu dis tiens non, je ramène 100 gus, si j'ai pas 5 sign-up, on stoppe direct, ou bien tu laissais justement un petit peu plus de temps pour dire OK, là on a balancé ça sur Reddit, il y a quelques mecs qui ont visité. Parce que toi tu pourrais te dire bah tiens peut-être ma landing au fait est pas ouf, ou tu peux avoir pas mal de trucs qui font que t'aurais pu passer à côté d'un banger, mais en fait comme tu l'as peut-être pas présenté de la bonne manière ou toi bonne personne machin etc, bah tu kills le bordel alors qu'en fait il y avait un potentiel quoi. Donc à quel moment tu killais et tu passais à un autre truc, et est-ce que du coup t'as des regrets d'avoir killé certaines peut-être dingueries?
Bah, en gros, on killait au bout de... En fait, on faisait maximum une semaine d'effort. Et si au bout d'une semaine d'effort, t'as pas les résultats Enfin, on se mettait pas un objectif chiffré, tu vois, mais si on voyait pas un joli petit nombre de sign-up par rapport aux deux gogoles qu'on était devant nos ordis qui connaissaient personne, bah du coup on balançait ça à la poubelle. Vraiment c'était ça notre méthode. Je sais que c'est pas hyper scientifique. Mais je disais pas en fait, tu vois. Quand tu dis tu fais une semaine d'effort, parce que là justement Marwan te disait c'était quoi un peu le playbook. Parce que j'ai l'impression qu'après à terme vous reproduisiez un petit peu les mêmes steps. Tu te contentais quand même pas de faire un tweet et un post Reddit et puis en mode allez, c'est bon, on se casse. Alors on a fait les efforts quoi. Non, à côté de ça, tu vois, on commençait à. Alors ouais, c'est cool que tu me poses cette question parce que ça me fait rappeler des trucs qu'on faisait. En gros, il y a eu une phase où on launchait pas mal de mini trucs sur Product Hunt. À une époque où sur Product Hunt, t'avais un peu le droit de launch des trucs qui étaient pas vraiment des products. Ouais. Tu vois, genre du infoprenariat là. Donc du coup tu lançais des databases de bidules, des databases de trucs, etc. Et nous on faisait un peu des versions freebie de nos products souvent parce que un truc relativement commun à pas mal de products qu'on a fait, c'est le côté on a de la data et d'une manière ou d'une autre on va la vendre sous la forme d'un SaaS. Okay. Et du coup, on faisait un peu des freebies, tu vois, on faisait des Airtable, genre vas-y, drop ton mail et accède au Airtable, etc. Et au fur et à mesure, comme à chaque fois c'était des freebies qui s'adressaient à des indie makers, au final, on augmentait notre taille de newsletter, tu vois, parce que évidemment, tu veux le freebie, tu joins la newsletter, et on augmentait cette base-là, et donc assez vite. Mine de rien, comme c'était des trucs gratos et tout, t'arrives à te créer une audience qui est pas dégueulasse. Et ça, honnêtement, ça prenait du temps à faire. On faisait la newsletter aussi, etc. Puis à côté de ça, on faisait les landings, on faisait un petit paquet de trucs quand même. Donc le playbook c'était genre du coup quoi. C'est-à-dire à côté de ça, vous avez créé une audience avec des petits freebies, etc., qui t'ont permis toi au moment de tes lancements de pouvoir assez vite activer cette audience et essayer de voir est-ce que ça sign up ou ça sign up pas quoi. Ouais, au fur et à mesure. Et pour répondre à ta question de est-ce que j'ai des regrets, en fait, ça se trouve, je suis passé à côté de certains bangers parce que mon audience, elle a pris, je sais pas, 2-3 mois à atteindre une masse critique qui a fait que Tweet Hunter, ça a marché. Et peut-être que si j'avais eu la même taille d'audience 2 mois en arrière, c'est un autre product qui aurait marché, peut-être. Après, des regrets, non. Et je pense quand même encore aujourd'hui que Tweet Hunter, c'était la meilleure idée qu'on ait eue parmi tout ce qu'on a build avant. Et du coup, si là, par exemple, on a envie de monter un SaaS, tu recommanderais en fait ce système-là, en fait, de lunch, en fait, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que Peter Level, je crois qu'il en a, c'est 70, pour en avoir 4 qui fonctionnent. Légende ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Tu ferais ça, toi, en fait? Tu dirais, en fait, tu nous recommanderais, nous, de faire ça, en fait? Bah, en fait, je pense que ça dépend si tu... Moi, c'est ce que je ferais, c'est ce que je continuerais à faire. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aurais peur de faire, je me projette, tu vois. Genre, j'ai envie de lancer un SaaS, etc. Ouais. Je me dis, en fait, j'ai un peu cette peur. Je me dis, bon, ok, si je lance mon idée, je lance cette idée-là. Et en fait, il y a souvent ce truc-là qui est un désastre. C'est pour ça que j'aime beaucoup la manière dont tu vois le truc. C'est de t'accrocher au truc parce que t'as quand même fait un lunch, quoi. T'as quand même communiqué à l'extérieur, tu vois. Et donc, le gros souci, c'est si t'es product dans ta tête et que ton but, c'est d'optimiser la landing pixel perfect, que tu te dis, vas-y, si je rajoute telle feature, vas-y, si je fais ci, si je fais ça. En fait, si t'as tendance à tomber amoureux de ton idée, tu peux pas la soit tu te mets dans le mindset où tu dis je m'en bats les couilles, je fais ce que je m'étais dit, ce que j'avais dit que je ferais, et je la kill si j'atteins pas ça en X semaines par exemple. Soit tu fais un play un peu différent et tu crées du content comme un porc et t'essayes de build cette audience pour augmenter au maximum les chances que cette idée-là, elle marche au moment où tu launches
et que tu puisses facilement relaunch et réexploiter cette audience-là. Nous, en l'occurrence, je trouve qu'on a fait un peu le meilleur des deux mondes parce que on s'est concentré sur une cible et on a créé du content pour cette cible. Et après, on n'est pas trop tombé amoureux de nos products et on a regardé les choses de manière vachement froide et un peu brutale. Et du coup, toi, ça te dérangeait pas de faire un premier launch en disant on a sorti ça, c'est trop bien, et puis après dire mais non, mais il y a des trucs. En fait, t'avais pas de problème avec ça en fait. Parce que moi j'ai la peur de l'image. Moi j'ai la peur de l'image, ça renvoie. Moi, je pense que j'ai peut-être je suis pas diagnostiqué, hein, mais j'ai peut-être un trouble de l'attention. et du coup, genre, franchement, me concentrer plus de 15 jours sur un truc, c'est dur, quoi. Je suis très content de passer à un nouveau sujet quand, une fois que j'ai launch. Et juste, moi, j'ai une question, parce que, encore une fois, genre, j'ai réfléchi je me projette aussi, et je me dis, c'était quoi ton unfair advantage? Parce que pour pouvoir se dire, OK, je me pose avec un dev, et en fait, on va shipper des produits jusqu'à ce que ça marche. Bah, en vrai, il y a une réalité derrière qui fait que t'habites à Bordeaux, t'as peut-être un loyer, tu vois, Thibaut aussi. Je sais pas si t'avais une femme, une copine. Enfin, tu vois, c'est quoi le contexte aussi qui fait que tu te dis, bon, bah, let's go, je vais me poser avec un gars et on va shipper du produit comme ça. Non, moi, j'ai masse d'unfair advantage dans la vie globalement, tu vois. Là, j'avais correctement gagné ma vie avant. J'avais acheté la maison dans laquelle on vivait en dehors de Bordeaux. J'avais le chômage. Je connaissais un dev avec qui je m'entends bien, qui est compétent, avec qui je suis complémentaire. Je veux dire, en vrai, j'avais plein de trucs qui allaient très bien pour moi, hein, par rapport à plein de gens qui se launchent. Parce que typiquement, tu vois, moi j'ai fait un petit peu de free, voilà, pour juste mettre un peu de beurre dans les épinards, mais j'avais pas absolument besoin de le faire, tu vois. Je l'ai fait pour tu pouvais vivre. Ouais. Ok, c'est intéressant. Parce que tu vois, moi, d'expérience, quand je commençais à bosser sur mon SaaS, le plus gros pain qu'on ait eu, en fait, c'était pas acquise ou, enfin, ce genre de choses. Peut-être qu'on n'est pas arrivé à un stade où ça pouvait être un problème, mais c'était vraiment quand t'as un dev, pour que son projet il avance, bah, il faut qu'il dev, tu vois. Et quand ton dev, il peut pas se mettre à 100% sur ton projet et que du coup, il doit faire un peu de tri et en fait, que ton projet avance toujours en dents de scie, bah, en fait, ça avance pas. Tu vois. Même si tu crois que ça avance, en vrai, ça avance pas. Ouais. Et ça, c'est ultra galère. Et du coup, c'est pour ça que je voulais comprendre en mode, comment le contexte qui faisait que tu pouvais te permettre avec Thibaut de vous enfermer, entre guillemets, vous enfermer et de shipper du SaaS de l'idée jusqu'à ce que ça prenne, quoi. C'est hyper clé. Et Thibaut, il avait peu ou prou le même contexte que moi, quoi. Genre, il sortait d'un job bien payé en CTO de grosses startups avec de l'argent de côté, de quoi voir venir, quoi. Ok, ouais. Ça, c'est hyper important de dire aussi. On a clairement ça. Ouais. Mais les gens disent jamais qu'ils ont eu un avantage, un machin, un truc. Genre, c'est tous des génies quand ils arrivent sur des podcasts et tout. Mais, genre, moi, j'ai clairement des avantages que d'autres gens ont pas eu. Ouais, surtout qu'en fait, genre les gens, ouais, et surtout que les gens qui veulent lancer des SaaS, tu vois, de se dire, en fait, peut-être que parfois il faut attendre 1 an, le temps de stocker de l'argent pour être complètement dédié à ça, plutôt que te lancer tout de suite et croire que tu peux faire plein de choses à la fois. Je trouve que c'est assez vrai ça. Et tu sais, genre je le vois, je vais pas donner de nom, mais en gros, je vois pas mal de créateurs de contenu qui à un moment veulent se scale un peu et du coup ils veulent lancer un SaaS, quoi. Et du coup, tu vois, ils ont leurs 30, 50, 100K abos sur LinkedIn, sur Twitter. Et puis, vas-y, je vais launch un SaaS, comme ça, j'aurai plus à faire quoi que ce soit, en gros, et l'argent, il va tomber tout seul. Et en fait, le SaaS, il met 2 ans à être lancé, c'est une bouse. Ils ont filé 30% à tel mec, 30% à tel autre, 20% à tel gars, parce que ils avaient pas le temps de s'y consacrer pleinement. Et à la fin, bah, ça donne que dalle, quoi. Franchement, je le vois beaucoup, ça. Ouais, je vois beaucoup de gens qui refusent de bosser avec nous en sponsorship, tu vois. Parce que ils me disent non mais attends, moi j'ai un SaaS qui arrive. Et je suis mort avec vas-y. Vas-y, lance ton SaaS, on se reparle dans 2 ans. Mais ça, c'est trop vrai. Hein. Mais moi, c'est vrai, en fait, on connaît personne de créateur de contenu, à part peut-être Hormozy, et encore, en fait, il s'est plug sur un SaaS qui a été développé par quelqu'un d'autre, School, là, je sais pas quoi, là. Mais à part ça, mais même avant ça, vous connaissez un créateur de contenu qui a fait un SaaS de ouf? Il y a personne. Je crois qu'il y a, enfin, je sais pas si c'est vraiment lui, mais il y a MrBeast, là, il a sorti un truc pour YouTube, mais ah ouais, pour l'instant, c'est plus un free tool. C'est quoi le tool? C'est un Spotler, là?
Ouais, peut-être si tu tapes MrBeast YouTube Tool, ça devrait le faire. Parce que moi, je vois Colin et Samir, tu vois, qu'on fait Spotler, Laetitia. Mais mais encore une fois, c'est aux US, autre délire, tu vois. En France, dès que quelqu'un a une audience, il fait une ils ont formation. tellement un mindset, en fait, ça, c'est comme ça. Qui a le même nom que Jackson, mais c'est le nom à l'américaine, c'est Jackson. C'est Justin Jackson qui a monté Transitor aux US. Un truc de podcast. Et lui, c'est assez intéressant parce qu'il il a créé du contenu pendant des années justement pour théoriser un peu les trucs busy startup, machin, etc. Et à un moment donné, je sais plus, il y a 4 ou 5 ans, il a trouvé un mec pour monter ce biz-là, enfin ce SaaS sur la partie podcast. Donc en gros, c'est un équivalent à du Ocha, des trucs comme ça, mais aux US. Quoi. Et d'après ce que j'avais pu voir, ça semble bien tourné, tu vois. Donc lui, je pense à un exemple. Quoi. Oui, mais en France, tu connais personne sinon en France. Et en France, c'est peut-être un peu petit comme marché aussi pour, tu vois, si tu postes en français. Non, mais oui, mais pour faire un SaaS qui fait 4 millions, ok, mais si tu fais un SaaS déjà qui te sort 20K de MRR, tu vois, c'est possible en fait quand t'as des grosses audiences ou quoi que ce soit. Après, si t'as Mindeo là de Yomi, enfin je sais pas si le tool il s'appelait comme ça d'ailleurs le SaaS, mais je sais même pas si c'est vraiment lui ou pas. Enfin tu vois, il était jamais vraiment été CEO du truc, je crois. Je sais pas, mais puis ça pour moi c'est pas pareil, c'est des infopreneurs. Je trouve c'est pas pareil. Plus infopreneur à l'époque créateur de contenu. Est-ce que tu penses, par exemple, Tom, ça c'est intéressant pour moi de savoir, est-ce que tu penses que si t'avais eu une audience de malade mental, genre comme ces créateurs de contenu, 100K, etc., ça aurait changé quelque chose? Au-delà de la question de la bande passante, mais ça aurait changé quelque chose sur le succès de. En fait, je pense que c'est le pont parfait avec ce qui s'est passé après pour TweetHunter, parce que en vrai, nous, au bout de 1 mois, on faisait genre, je fais à peu près, hein, mais au bout d'1 mois, on faisait 1K de MRR. Okay. Au bout de 3 mois, on va dire qu'on faisait 4, un truc comme ça. À partir des 3 mois, on s'est associé avec un mec sur Twitter qui était en gros le mec connu pour tweeter sur comment on fait des tweets, comment on tweet et comment on build une audience sur Twitter. Et lui, il vendait des prestats de ghostwriting avant que le ghostwriting ce soit le truc le plus populaire du monde là. Il vendait des prestats de ghostwriting à 4, 5, 10K par mois. Sauf que c'était pas un mytho quoi. Genre c'était pas juste un screenshot Gumroad ou je sais pas quoi là. c'était réel quoi. Et en fait on lui a shooté notre tool en DM sur Twitter et il l'a pris, il a dit lui il a reconnu sa méthode artisanale dans notre tool en fait. Parce que en gros nous on avait des milliers de tweets viraux et tu pouvais les chercher par keyword et tout, et lui c'était un peu ça qu'il faisait chez lui, il se créait une base de données de tweets par thématique, par machin, par truc, et après il réutilisait ça pour ses clients pour stimuler un peu son inspiration, reprendre des trucs qui marchaient. Et en fait du coup on s'est associé avec lui il avait l'audience parfaite pour nous, il avait je sais plus exactement, mais autour des 50-60K abos sur sur Twitter. Ouais, bon, c'est violent, ça. C'est une machine de guerre. Et là, on est passé, ça fait des millions de vues par mois, ça, facile. Enfin, même des millions, en plus, c'était à l'époque où les algos étaient un peu moins sévères, quoi. Ouais. T'avais pas besoin de payer 400 € par mois pour pousser tes tweets. Et en fait, et du coup, on est passé de 3-4K à 25 en 1 mois et demi. Ok, ouais. Un truc comme ça. Donc, tu vois, genre, pour revenir sur ce que, tu sais, t'avais cafeté tout à l'heure, Letty, en parlant d'Alex, qui disait qu'on avait de la chance. Il faut mettre un peu. C'est pas toi. Ah bon, ok. Mais c'est bon, qu'importe qui. Mais en tout cas, je pense que nous, on a eu de la chance, mais on a quand même, tu vois, genre dans notre process, il était quand même finalement pas teubé, quoi. Est-ce qu'on a fait tout ça de manière hyper stratégique en y réfléchissant vachement et en planifiant tout? Honnêtement, non. Il y a plein de choses qui sont arrivées par hasard, dont ce truc-là. Tu vois, tu DM un gars, tu lui envoies ton tool, lui il te répond, je veux des parts et je veux vous pousser. Bah non. C'est lui à la base qui te fait la démarche. Ok, parce que moi je pensais que c'était vous qui aviez reach out plein d'influenceurs en mode tiens 2-3% et t'en donnes à pas mal de gens pour qu'ils fassent la pub à la mort, tu vois. Non, lui on lui a filé plutôt 25% d'ailleurs. Ok, quand même. Voilà. Mais après, c'est rentable, hein. Moi, tu me fais passer de 3 à 25K par mois, je te donne 25%, il y a aucun problème, hein. Je t'en donne 5. Ouais, d'où.
Bah c'est oui. mieux que de lever des fonds en fait. 50. Bah, Tu Et en vas fait, chercher un influx. Je trouve ça intéressant parce qu'il y en a une autre, comment il s'appelle, Neilé aussi. J'ai l'impression qu'il fait ça aussi également avec son tool là, où il est passé directement aussi également par la case. Donc, je lance mon SaaS et ensuite je vais prendre, je sais plus qui l'a pris, hein, je crois Louis Pile, Louis je sais Pile. plus qui. Ouais, je crois qu'il a pris lui pour pouvoir faire la com. Et je trouve ça en fait smart parce qu'en fait plutôt que souvent en fait on a l'erreur de se dire bon bah j'ai lancé un SaaS, c'est moi qui dois prendre la responsabilité d'aller pousser mon truc et tout nan. Alors qu'en fait en réalité même si tu payes au départ ou même si tu lâches départ etc, avoir un mec créateur qui a une bonne audience qui concerne ton tool etc et qui fait la diffusion, c'est juste génial quoi en fait. Tu te gagnes de ouf. Et puis ça nous a donné, en fait, honnêtement, en plus, on s'est associé avec un mec, genre sa science de faire un launch sur Twitter était exceptionnelle. Moi, j'ai vu un Google Sheet là de l'espace avec les trucs timés de manière tellement maligne, tous les messaging étaient parfaits, genre c'était beau quoi. C'était le bon mec quoi. C'était élégant comme launch quoi. Et donc j'avais aucun doute qu'on allait faire x2 et on a fait x8 quoi. Et en plus quand tu fais un launch comme ça, mais après en fait immédiatement t'es installé sur le marché. Donc d'un coup t'existes. T'étais personne et puis d'un coup en fait ta croissance elle va, enfin évidemment on a fait énormément de trucs pour maintenir la croissance, mais en l'occurrence on était mis sur des rails et on était dans la bonne direction pour pouvoir continuer de croître quoi. Vous aviez pas de concurrence, non? Il y avait personne en vrai à ce moment-là. Typefully, tout ça, ça existait. Alors Typefully, ça, je crois que c'était les prémices de Typefully. Je pense que Typefully et TweetHunter, on s'est launch à peu près en même temps, mais avec des angles qui avaient rien à voir. Aujourd'hui, nos features, elles commencent à se ressembler un peu. Mais à l'époque, eux, c'était pure play UI avec un bel éditeur pour voilà, tu sais, un truc beau, un peu le Notion pour voilà quoi. Et nous, c'était vraiment un play feature 100%. On va lancer masse de features. La UI, on verra après. C'était un peu play aussi, genre CRM Twitter, un peu dans le délire du genre. Je sais pas si c'est CRM est le bon terme, mais avec tes contacts, enfin tu pouvais, enfin il y avait un peu cette idée là quoi. Il y avait un peu de ça, mais on a jamais été très identifié pour ça. Okay. Alors je sais plus comment s'appelle le tool. Merde. En plus, j'adorais parce que je crois qu'il existe plus. Bon, il y a un tool de CRM Twitter qui a disparu, je crois, quand Elon s'est chauffé, hein. Quand l'API a commencé à coûter 42K par mois. Ça faudra en parler d'ailleurs aussi. Ouais, ça va être fun. Mais bref, il y avait un tool qui faisait ça, qu'on avait trouvé trop cool. Nous, on avait build des features similaires, mais aussi des trucs différents pour intégrer un peu la même chose. Mais les gens nous ont jamais vraiment identifiés pour ça. Nous, c'est vraiment, tu veux faire du content, tu veux de l'AI, vas-y, et puis un peu d'analytics. C'est un peu le positionnement qu'on nous a attribué en fait. Intéressant. Marwan, c'est moi qui lead. Non, mais en gros, j'avais juste conclure en disant, en vrai, en y pensant, je pense que, vous l'avez fait hyper en avance, mais maintenant, je sais pas, vous êtes deux un peu dans la même configuration que toi. Le meilleur move à faire, c'est presque d'aller voir des gros créateurs en leur disant, ouais, les gars, vous avez besoin de quoi comme ça, je vous le build et vous faites la promo, je vous donne quelques equity, vous avez rien à faire. Ouais, je pense que ça peut à du créateur, ça va être vénère, je pense. T'as les deux options de build d'abord tout seul, et d'aller essayer de convaincre un mec. Je pense que là, tu convaincras plus facilement quelqu'un qui veut vraiment uniquement faire le play, enfin, il veut uniquement leverage son audience, prioriser son revenu, basta, versus aller pitcher un gars qui doit te donner des insights, qui doit t'expliquer ce dont lui il a besoin ou ce dont son audience a besoin, et où là, tu vas tomber plus sur des mecs qui sont un peu amoureux de l'idée de build un product. Et un peu moins focus sur tout de suite convertir des mecs et avoir du revenu. Mais les deux playbooks pour moi sont valables, hein. Et je pense que ça va se multiplier. Ouais, mais je suis convaincu. Ouais. Quand tu vois Mr. V qui vend des millions de pizzas, tu vois, c'est un autre délire, mais c'est ça en fait. Tu prends des créateurs, tu leur mets un produit, tu leur fais écouler le truc. Ouais.
Du coup, moi, en fait, ce qui m'intéresse, parce que du coup, alors là, maintenant, on a compris un peu plus l'histoire. Maintenant, je comprends un peu mieux ton pricing. Justement, je voulais parler de ça. C'est comment t'as fait pour trouver justement le good pricing, en fait, parce que t'as vendu Day One. Et en fait, enfin, tu vois, genre, j'ai l'impression que t'as pas lésiné sur le pricing, quoi. Alors, en fait, vous vous êtes dit, voilà, on se positionne comme, voilà, en gros, les plus chers du marché, quoi. Ouais, sur Tweet Hunter, on a démarré assez bas en vrai. Ok. On a démarré à $11 par mois, je crois, Ok. ou 14 ou 9, enfin pas énorme quoi. J'aurais dû vous connaître à ce moment-là, comme ça, Ouais. j'aurais eu un truc à vie, là. Et du coup, on a augmenté le pricing progressivement jusqu'en, tu vois, tous les 2 mois, on remettait un petit coup dans la machine, voir si ça tenait, quoi. En fait, je sais pas aujourd'hui si on a le bon pricing sur Tweet Hunter et Taplio. Sur Tweet Hunter, je sais qu'on peut pas aller plus haut parce que nos concurrents sont pas plus hauts et que on a réellement des concurrents. Moi, je dirais que c'est des vrais concurrents installés avec une notoriété. Et du coup, si on commence à aller, si on rajoute un 10, 15 balles, je pense que ça va bloquer. C'est mon instinct, enfin c'est mon intuition. Aujourd'hui, c'est quoi, $70? C'est 49, c'est 49. Ah, ok, putain, je sais pas pourquoi je pesais 70 en tête. Non, c'est Et 60 Taplio. par contre Taplio, ouais, on est un petit peu au-dessus de 60. Je crois qu'on est à 65. Et c'est effectivement élevé. En même temps, alors on a démarré là aussi à 29 par mois sur Taplio il y a presque 2 ans, ou 19, bref. Et on a augmenté pareil petit à petit. On a fait un premier. D'abord, on avait commencé avec 29 et un seul plan. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas parce que on était connu sur Twitter qu'on était connu sur LinkedIn. Et du coup, on a trouvé que c'était quand même un bon point marketing d'avoir un plan, que les mecs ils aient pas à se prendre la tête. Vas-y, tu sign up, tu prends ton plan, tu réfléchis pas, c'est pas trop cher, ça va. Donc pour conquérir un peu le marché, on a eu cette approche. Puis après, on a diversifié, on a créé plusieurs plans, plusieurs points de pricing, avec toujours une majorité de gens qui prennent le pricing du milieu. Et voilà, non, on a augmenté petit à petit. En fait, ce qu'on regarde à chaque fois, c'est... T'as pas eu de churn, t'as pas eu trop de churn, Nous, comment t'as fait pour genre accompagner en fait ces augmentations-là? Nous de Bah, tout, ouais, on a Grandfather jusqu'à la dernière augmente où là on n'a pas Grandfather parce qu'en vrai nos coûts ils ont augmenté. On a des coûts API LinkedIn qui sont élevés. On a des coûts de AI parce que maintenant il faut de l'AI dans toutes les features. Alors d'un côté l'AI coûte moins cher, mais il en faut de plus en plus, voilà. Donc on a ça qui a augmenté. On a commencé à avoir une vraie team en fait aussi avec des gens responsables de plusieurs, des responsables un peu à chaque poste. Donc nos coûts ils augmentent et du coup là on n'a pas Grandfather sur la dernière. Donc tu l'expliques ça à tes users, tu l'expliques. Ouais, bah oui, genre, on envoie un mail, on dit écoutez, gars, désolé, on comprend, c'est chiant. En même temps, tu peux garder, si t'es content du product et que tu veux maintenir ton prix, tu peux toujours prendre le plan annuel pour rester abonné, garder le même tarif, et tant mieux. Et si ça te saoule trop, bah désolé, mais nous on va maintenir cette stratégie là, quoi. Et une des raisons qui fait comprennent. Ouais, non, j'allais dire pour les gens comprennent Grandfather, c'est genre en mode les users que t'avais quand tu augmentais le prix, tu les augmentais pas, t'augmentais que pour les nouveaux, jusqu'au moment où tes coûts ils ont augmenté. Là, t'as dit à tout le monde bon les gars, en fait, on peut pas maintenir. Ouais, exactement. On peut pas maintenir le coût. C'est exactement ça. Et ça me saoule parce que on y reviendra peut-être, mais l'histoire de l'API de Twitter qui coûte d'un coup $42,000. Quand tu fais une marge de 75%, une marge opérationnelle de 75-80%, et d'un coup tu te prends 42 000 par mois de charge, ça a piqué. Mais malheureusement, vu comment le marché est, on peut pas trop se permettre de bouger versus Taplio, où je pense qu'on est de loin, à mon sens, les plus connus sur ce créneau-là spécifique. Tu vois, un tool avec plus de features dédié au content
Et à la personal brand, je pense qu'il y en a pas pour LinkedIn. Non. Et quelques-uns qui essayent de merger, mais pas à votre niveau, non. ouais, je pense que pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça changera à l'avenir, hein, j'en sais rien, mais je pense que pour l'instant, on est suffisamment installé pour pouvoir se vous allez permettre avoir ça. quelqu'un, un petit instantly, c'est ça, c'est eux qui ont fait un carnage après. On sait jamais, j'espère pas. Alex, enlève cette idée de ta tête. En vrai, parlons-en en fait un peu parce que du coup on en a parlé 2 fois, mais de l'API là qui passe de 0 où en fait c'était la fête sur Twitter. Tout le monde utilisait l'API en fait, même les journalistes, les mecs qui faisaient des recherches. Enfin, ça scrapait dans tous les sens. Et puis du jour au lendemain, genre Elon il se déterre et il se dit ouais bon bah ça va être gratuit, mais vous allez faire genre je sais pas 50 calls l'API ou je sais plus quoi. Après c'était quoi 1000 balles et après il est en mode 42 000 balles. Genre, le gars abuse de ouf. Genre, il passe de 1000 à 42 000. Dans ma tête je me suis dit là il a mis un zéro en trop, c'est pas possible. Il a des critères à payer. C'est un ouf le mec. Et je pensais que il allait arrêter d'ailleurs et en fait il a continué. Ouais, bah je sais pas quelle est la liste exhaustive des clients. Il y a une liste publique, mais je sais pas si tout le monde est dessus. En tout cas, sur cette liste, la dernière fois que je l'ai regardé, mais ça fait un bout de temps, il y avait, je dirais 110, 120 clients sur ce plan-là, des clients enterprise, qui peuvent, parce que 42 000, c'est pas le plus cher, hein, tu peux encore dépasser si t'as besoin. Mais du coup, tu vois, ça fait quand même une ligne. Je suis nul en calcul. Ça fait 4 millions 6 de MRR. Ouais, ce qui est quand même pas mal, quoi. Ça fait une ligne à quoi, 60 millions l'année, comme ça, ouais, à peu près. Donc c'est quand même pas dégueu pour une boîte comme Twitter où en vrai la thune, j'ai l'impression que c'est pas évident en ce moment. Non. Et, tu vois, moi je pensais qu'il allait faire marche arrière parce que tout le monde s'est insurgé, t'as plein de concurrents, bah c'est pas des vrais concurrents mais tu vois des gens Feedive et tout qui ont dit bon nous on en a rien à foutre, on arrête Twitter. T'as plein de toute la commu aussi un peu indie hacker qui faisait ses petits tools et tout qui ont commencé à dire les gars vous êtes sérieux? Puis en plus ça a foutu la merde parce que de l'autre côté il y a Reddit qui s'est déterré aussi. Enfin en vrai il a vraiment foutu la merde de ouf le Elon là. Et je pense que ça a fait une grosse razzia auprès peut-être de tes concurrents. Enfin, c'est quoi l'impact que ça a eu sur le marché et même sur toi? En fait, juste avant de même avoir le droit de payer $42 000 par mois, d'abord on s'est fait ban pendant 72 heures sans explication. Ah, j'avais vu. Ça, c'était sympa aussi. Ça. Bref. Wow. Genre, c'est nos concurrents pas ban, nous ban, on sait pas pourquoi. Puis ils nous ont dit désolé, on a fait une erreur. C'est genre cool. Genre tout le monde pense qu'on n'existe plus, merci, c'est cool, ils sont tous partis chez les concurrents. Donc l'impact pour nous, déjà on a perdu au début pendant 48 heures du coup un peu de monde à cause de cette merde. Et ensuite, très franchement, tu vois, Elon Musk, il a pas fait beaucoup de bien, je pense, à Twitter en termes de faire venir des nouveaux users. Ouais. Et il a comment on dit, il a fait partir en tout cas un peu de monde. Tu vois, la courbe de trafic de Twitter, elle est à la baisse, elle est pas à la hausse. En tout cas, d'après les. Ouais. Je crois qu'ils sont partis où ces gens-là? Je pense qu'ils sont allés sur LinkedIn. Ah ouais? Je pense pas qu'ils soient allés sur Threads. Enfin Threads en tout cas, moi j'ai testé. Genre je comprends pas. Franchement j'avais envie que ça marche. Moi je pense que ça va marcher dans le temps et tout, il y a moyen. Ça me faisait un autre tool à build mais moi je me disais justement que j'allais plus investir Threads parce que je me suis dit tu vois c'est un peu comme LinkedIn. Les gens en fait ne les ont pas calculés. Puis après, il y a des gens qui ont commencé à calculer. Et donc, tu vois, justement, quand t'as un espèce de réseau social, etc., qui est là, ça prend pas. Je me dis, en fait, justement, il faut y être. Mais dans le temps, ça va prendre. Je pense que c'est un bon plan pour, en tant que créateur de contenu. Ouais. D'investir un endroit peut-être pas trop occupé. Mais par contre, si tu veux build un tool, voilà, quoi. Sur Twitter, aujourd'hui, c'est mort. Tu veux aller sur n'importe quel réseau. Enfin, Twitter, c'est mort, quoi. Et puis, en plus, t'as pas les bonnes personnes. Aujourd'hui, t'as quand même des gens sales. C'est marrant parce que, moi, très franchement, j'ai pensé que Twitter était mort pendant genre 6 mois, genre jusqu'à il y a 3 mois, je pensais que Twitter était mort. Puis là, honnêtement, mon feed Twitter, il est magnifique.
J'ai que des mecs que je kiffe, qui postent des trucs qui m'intéressent, des trucs de indie hacker avec du MRR, de la feature release, des trucs comme ça. Et moi, j'adore ça. Et avant, j'avais absolument pas ça. J'avais un Twitter beaucoup plus bourrin, Politique et tout. jeu concours, non, plus vendeur de crypto, quoi. Enfin, Ok, d'accord. Ouais, bah, ça vient avec la hype qu'il y a eu. Ouais. Ok. Du coup, je sais pas si Twitter est si mort que ça. Peut-être qu'au final, c'est un peu le moment de faire la strat que tu veux faire sur Threads, bah peut-être sur Twitter parce que Mais Je vais essayer. j'en vois pas Vas-y, mort, Alex, mais- on se chauffe sur Thread ou pas, vu que LinkedIn, ça Ouais, commence mais c'est- à faire, tu vois. Vas-y, on chauffe. Non, mais c'est pas mort, je pense, mais ça va pas, enfin, je pense que, tu vois, c'est pas le réseau qui pètera. À moins, enfin, je sais pas, franchement, ou alors il fait une retourne acrobatique magnifique Moi, à chaque et fois, je dis, il y a toujours ça. il nous Est-ce fait que un vous truc de croyez ouf, que mais- Mark Zuckerberg, il est bête pour avoir investi dans de l'argent pour pouvoir pas passer Non, mais du- moi, je parle pas de Thread, je parle de Twitter, là. Ah, Tu Twitter. vois, je pense que Twitter, bon voilà, ça va arriver à un palier. Il y a les gens qui sont, enfin, tu sais, c'est, en vrai, quand même, Twitter, c'est très niche. Oui, Hein. mais non. Il y a pas beaucoup de gens qui ont Twitter Ouais, mais- parce que c'est un je autre suis d'accord, délire, mais c'est un autre délire. la question à se poser, c'est qui a Twitter. Oui, Et c'est je ça. trouve que les gens qui ont Twitter, t'as un peu des crypto machin bidules là, mais t'as aussi tous les gens les plus intelligents de la planète et les plus powerful qui ont Twitter. Ça. En fait, Ouais. Et c'est ça. ça c'est quand même un truc quoi. Je pense que du coup en termes d'usage, ouais, il y a peut-être un plateau, peut-être que ça ira pas plus haut, hein, c'est possible. Mais pour moi, c'est impossible que ça meure. Genre le gars, il a tout fait pour, enfin Elon Musk, pardon, mais Ouais, il a il a tout fait pour ça. tout tenté. Il a tout tenté pour que ça meure et ça meurt pas. Tu vois, genre ça résiste. Donc j'imagine que... Ah, c'est vrai, sauf si Thread se déterre un peu, à voir. Mais ouais, bah, en vrai, enfin, ça reste quand même niche, tu vois, Twitter, donc, Ok, moi, je voulais et Thread, c'est le bon compromis, je pense. Ok, moi je voulais maintenant qu'on parle un peu de stratégie de vente et marketing, c'est-à-dire que t'as monté ton SaaS, tu nous as un peu expliqué comment t'as validé l'idée, etc. Bah comment tu vends, parce qu'en fait t'as pas de sales, t'as des sales ou pas, non? Non. Bah zéro sales. On a eu un doute. Ok. Non, bah j'ai eu un doute. Je me suis dit attends, ça fait des campagnes de prospection là, ça fait quoi pour aller prendre d'avoir des clients? Nos... En vrai, en ce moment, notre canal d'acquisition principal, c'est le sponsorship de créateurs. Ok. Donc on a un budget qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois, Ok. qu'on investit dans des posts sponsors sur LinkedIn et sur Twitter pour faire tourner intéressant, l'acquisition. Mais du coup, Parce que moi, j'ai toujours cru que ça avait aucun impact, Oui, ce mais genre surtout, de, alors, c'est très pas intéressant aucun parce que- impact, mais parce que Arnaud Breakcall qu'on a invité nous a dit bah ça marche pas, les gens, je les laisse cramer de l'argent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? c'est vrai qu'il Comme avait quoi, dit ça. comme quoi les gens ils ont des croyances en fait à 2 balles en fait genre Non, bah, ça dépend après bah, aussi, il faut tu vois. tester en Mais fait. même moi, non, mais regarde, même moi qui a été sponsor, je me dis, bon, voilà, c'est bon, cool, Notion, ils m'ont sponsor. Même je suis moi pas là sûr ma de leur avoir sponsor, rapporté je me beaucoup suis dit, d'users, tu vois. je sais pas si t'apportes vraiment des gens en fait. Ouais, Je pense que c'est Je pense de que la c'est- brand, de la noto, mais Ouais, mais pour nous, c'est hyper important. Il y a aussi, enfin, il y a plusieurs trucs là-dedans, mais il y a un, c'est avec quel scale est-ce que tu fais ça? Et du coup, c'est sûr que t'as ton tool, tu veux mettre un billet de $500, c'est ton budget market du mois, et tu vas mettre ça sur un post sponsor. Honnêtement, je pense que il y a peu de chances que ça fonctionne, tu vois. Tu prends un créateur de taille un peu moyenne, tu mets pas beaucoup d'argent, tu le fais qu'une fois. Ouais. Je vois pas le truc fonctionner. Par contre, y aller franco avec un bon gros budget, essayer de signer les plus gros gars si tu peux, et voilà. Enfin, en gros, là, l'impact sur ta brand, à la fois Ok. sur les sign-up tout de suite, tu vois, tu vas être plus ou moins ROI neutre, tu vois. ok, quand même, ok. Ouais, moi j'arrive généralement entre moins 20 et plus 20 de ROI. Donc là, t'es à peu près neutre. Mais par contre, en fait, tu vois ta courbe de sign-up petit à petit augmenter. Tu vois, même des jours où tu fais pas de sponsorship, où tu fais rien, tu vois que c'est mieux qu'un jour random il y a 6 mois, quoi. Et ça, il y a pas de secret. Enfin, j'ai toujours été un gros hater de la pub télé ou de la pub des trucs que tu peux pas mesurer. Tu sais, enfin, peut-être que maintenant ça a changé, mais et en fait, j'ai toujours été un gros hater de la brand. Et en fait, ça marche. Donc, j'étais un gros con. Merci. Euh, Oh et, là là.
et ça marche, quoi, tu vois. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime. Je vais faire, attends, je vais mettre un petit timecode là, hop, on va le mettre dans l'intro. Mais, non, mais c'est intéressant. Vas-y, t'as quelque chose à dire, Alex, C'est par rapport à intéressant. ça, là? C'est quoi, là? Non, bah, véridique, hein, c'est intéressant. De toute façon, il y a, on en parlera avec d'autres invités, mais du coup, la finalité là-dessus, c'est qu'en gros, ça sert à rien de faire un truc isolé. T'es obligé de bourriner pour avoir un vrai impact. Ouais. Soit tu vas en mode NordVPN, quoi, et tu sponsors toute la planète. Soit tu vas pas. Il y a un peu NordVPN, tu sais, les capsules, tu sais, les gourdes avec un truc parfait. AirWrap, un truc, ouais, un délire dans le genre. AirWrap, je crois. AirWrap, ouais, c'est ça. Et par contre, du coup, pour parler de ce qu'on a fait avant qu'on ait le budget pour faire ce genre de truc, parce que je pense que c'est quand même ça qui est intéressant aussi. Là, je parle un peu d'aujourd'hui, mais quand on s'est lancé, on pouvait pas envoyer des 2K, des 5K par-ci par-là en s'amusant, quoi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé assez light avec du freebie distribué sur Twitter et sur Product Hunt et sur Reddit. Donc ça, c'était du freebie à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais quand on se démerdait pas trop mal, ça nous faisait 5-6 sign-up sur Tweethunter. Franchement, à l'époque, moi je suis ravi. Hein. Si j'ai 2-3 sign-up jour, je suis super content. Et si j'arrive à en rajouter 5 à ça, c'est trop cool, quoi. Mais la qualité des freebies, c'était, enfin, tu peux parler un peu de la qualité. Ça doit être de la qualité quand même. C'était pas un petit truc. Franchement, c'était pas ouf. Hein. On avait, je me souviens, on avait fait un Airtable avec plein de communautés en ligne pour les indie makers. Tu vois, un peu les mecs qui te vendent 100 endroits où poster ta startup. Tu vois. On l'avait fait en gratos, donc il y avait eu ça. Il y avait quoi? On avait genre 15. On avait fait un micro-site avec 15 catégories, je crois, et 50 tweets par catégorie, 50 tweets viraux, tu vois, pour aller voir qu'est-ce qui a performé en market, en machin. C'est stylé, mais ça, en fait, c'est un peu quali quand même. Il faut que j'apprenne à dev, c'est pas possible. Moi, mais non. Je me dis la même chose. Moi, j'ai toujours dit à Laetitia. C'est pour faire des trucs comme ça. Mais regarde, en fait, on pourrait faire même pour de la prospection. Mais là, ce qu'il me raconte, là, c'est-à-dire en termes de prospection, si je savais dev, mais je ferais des trucs de ouf sur ma cible, tu pourrais. Mais non, mais fais du no-code, apprends le no-code. D'ailleurs, vous, c'était pas du no-code au début. Nous, ça a jamais été du no-code et on en a jamais fait. Je pense que si à mon associé, je lui dis tu veux pas le faire en no-code, il me tue. Moi j'aime bien le no-code, mais lui c'est pas son truc. Oui, parce que Laetitia, tes trucs comme ça, tu peux les faire en vérité, c'est un CMS avec des filtres. Là, je suis en train de me faire former. Je vais me faire former sur un peu de no-code, etc. Mais j'avoue qu'en fait, en vrai, tu vois, ça c'est con, mais tu vois. En fait, je transpose. Si tu fais un freebie, genre aujourd'hui sur LinkedIn, comme il y en a eu plein, tu vois, genre j'ai fait ce truc-là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme disait, tu vois, comme on disait Alex sur un autre podcast, sur mon podcast vendu sur la vente, faut toujours monter un peu plus, tu vois, sur les types de contenus que tu vas filer gratuits, etc., pour avoir des gens. Et donc du coup, tu vois, aujourd'hui, si tu sais faire des sites, même si la data dedans, c'est pas un truc de ouf, enfin, tu vois, c'est un truc un peu, voilà. Mais le fait de l'avoir mis en site, c'est genre, tu vois, c'est, tu vois, genre regarde, moi je te challenge. Ça pète, quoi. Genre, je te challenge un peu. Est-ce que, Tom, tu penses... J'ai mis, les trucs qui marchent mieux, enfin, tu vois. C'est comme si, demain, je te fais, je t'ai mis un petit suite, un petit site sur, les posts LinkedIn qui marchent mieux. Genre, maintenant qu'Alex s'est remis à faire de la brand, t'inquiète qu'il va acheter, il va lâcher son, Non, mais regarde, Tom, est-ce que tu penses que, genre, si t'avais su dev, t'aurais, est-ce que t'aurais eu la même trajectoire que si t'avais été senti, ma phrase elle est what the fuck, genre elle a pas réussi à la tourner, mais est-ce que tu penses que si t'avais réussi à dev, t'aurais pu te passer Thibaut et t'aurais eu la même trajectoire que celle que t'as eu là? Moi, j'ai vraiment l'impression que chacun, genre, doit se mettre dans son truc qu'il sait bien faire et tout, et vas-y, t'es une putain de sales, fais du sales, tu vois, mais commence pas à te déter à dev. Non, je pense que j'aurais pas eu la même trajectoire et je pense que j'aurais perdu du temps. Ça m'enlève pas l'envie de le faire quand même, bizarrement, tu vois, d'apprendre à dev. Juste pour le kiff, en fait. Mais c'est un kiff. Ouais, c'est ça. En vrai, il vaut mieux trouver la personne qui dev avec toi parce qu'elle aime dev, parce qu'elle sait dev. Je suis d'accord avec toi, Marwan. Après, par contre, moi qui viens du product, j'aimerais bien dev plus par affinité, quoi, pour voir ma vision devenir un vrai truc sur un bouton où on peut cliquer, tu vois. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire, t'as raison. Parce que même moi là qui mets les mains un peu dans Figma, des fois j'ai envie de me dire putain vas-y ça faudrait que j'aimerais que le rendre réel, tu vois, mais
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais moi je passe mes journées, enfin la moitié de mes journées dans Figma. Moi j'en suis au stade où j'utilise Figma comme un débile. Genre tout ce qui est auto layout là, les machins, je sais pas m'en servir. Du coup, moi je fais tout à la mano, from scratch et tout, en mode dégueulasse. Ah, tu mets des carrés dans des carrés et tout, putain. Ouais. Moi, je sais que j'étais comme ça, et j'ai eu le FOMO en mode, non, il faut absolument que j'apprenne à utiliser les composants, les variables et les auto layouts. Un jour, il faut que je me forme à ça, c'est pas possible, quoi. Et c'est trop stylé. Bon, je suis encore nul de ouf, mais tu vois, et maintenant que je sais faire ça, je me dis, putain, si un jour il y a un site qui sort en mode équivalent de Framer, mais pour sortir une vraie app, ce serait fou, tu vois. Genre, t'appuies sur un bouton, ton Figma, il arrive en app et tout, ça serait incroyable, tu connectes. Ça va arriver, je pense. Et magnifique. Bah, tu vois, t'as pas besoin d'apprendre à dev, mais je vois ce que tu veux dire. T'as un peu ce truc de, t'as envie de le faire. Mais ça t'aurait fait perdre du temps, et moi, c'est ce que vraiment, j'ai commencé j'ai commencé à comprendre, tu vois. Et que je te dis tout le temps. Non, mais je sais pas, tu vois, par exemple, j'ai des petites idées à la con, c'est vraiment à la con, mais par exemple, tu vois, typiquement, je me dis d'un petit freebie que j'ai rien à faire, tu vois, genre, tu sais, par exemple, du contenu LinkedIn, je me dis, bah, écoute, j'ai envie de faire un générateur, genre, en fait, tu vois, par exemple, une des problématiques que les boîtes ont, bon, c'est pas ta problématique, Tom, parce que tu t'as pas de sales, mais c'est de dire, OK, j'ai un chiffre d'affaires à faire, bah, pour ce chiffre d'affaires, combien, en fonction de l'industrie, combien de tu vois, de gens je dois contacter, combien de gens je peux avoir en termes de rendez-vous, etc. Tu vois, un truc comme ça, genre, tu vois, genre, pour aider les gens à fixer leur objectif. Ça en no code. Non mais attends, mais après, mais j'ai pas envie de mettre ça 20 ans pour faire ça. Mais tu vois, tu fais un petit freebie en une journée comme ça, mais c'est stylé. Tu récupères tous les mails de tous les directeurs commerciaux, CEO, etc. Bon, c'est bon, tu vois. Genre c'est des petits trucs comme ça, tu vois, à faire rapide. En tout cas, je trouverais ça stylé. Mais tu vois, bon, j'ai pas les moyens, donc bah je continue à faire des posts et des carousels. Donc voilà. Tu vois. Mais je te jure que t'as les moyens, Laetitia. Si tu fais quelques recherches Google, tu vas trouver. Quoi. Tu demandes à ChatGPT, tu lui dis je veux faire ça, genre explique-moi quel tool ou quelle ligne de code je mets dans où pour le faire, et je te jure que mais même sans code, en vrai, je suis sûr que tu mets un front avec derrière un fichier, Google Sheet, 2-3 calls API et ça tourne peut-être, tu vois. Faudrait peut-être que faut que je regarde. Mais il faut que la première fois que tu le fais, tu y passes 1 à 2 journées parce que tu vas être lost. Yes. Mais une fois que tu l'auras fait, tu pourras. Yes. Bref. Mais du coup, on faisait des freebies et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc ça, c'était vraiment au début, la strat freebie, et puis utiliser l'audience de mon associé, de Thibaut. Et après, moi, j'ai commencé à build un peu mon audience aussi. On a commencé à faire des trucs un peu plus mini tool. Et ça a super bien marché pour nous. Franchement, on était les seuls dans notre niche à faire des mini tools gratos. Et ça a super bien marché. Après, quand il y a eu GPT 3.5, déjà aujourd'hui c'est considéré comme de la daube absolue, mais alors à l'époque c'était la folie, c'était il y a 18 mois même pas. On a fait un générateur de posts gratos d'une qualité honnêtement franchement médiocre. Et ça cartonne, ça a amené une quantité de trafic phénoménale. Donc on a eu masse de sign-up grâce à ça. Donc aujourd'hui, tout ça nous amène à finalement grossir pas mal et à avoir le budget pour faire du sponsorship. Et aujourd'hui, je pense que mini tool, sponsorship et affiliation quand même, ça représente un peu nos 3 briques. Affiliation. Nos 3 briques d'acquisition. Juste sur les mini tools, comment tu faisais du coup concrètement ce que tu vois, par exemple HubSpot avait pas mal de trucs aussi là-dessus à l'époque, tu sais, website grader bordel là. Et toi en vrai, c'est pas vraiment parce que quand tu dis freebie, on a l'impression que c'est juste, tu vois, un Google Sheet random et tout, tu vois, enfin un vieux machin. Toi en fait, c'est plus des mini produits tech, enfin tu vois, qui nécessitent quand même de faire un petit dev quoi. Mais du coup, comment tu faisais pour que ces trucs-là génère du sign-up sur Taplio ou sur les autres tools et que ça reste pas un truc en standalone ou tu sais avec juste un petit machin de buy Taplio, mais en fait tout le monde s'en bat les steaks et du coup t'arrives pas à les amener jusqu'au bout de vers le produit quoi. Bon, déjà il y a eu des trucs en mode Google Sheet ou Airtable, ou tu vois, il y a eu des trucs simples. Parfois il y a eu des trucs effectivement avec un site, mais c'était pas un tool, tu vois, c'était plus une page web. Et ça, c'était vraiment notre strat au début, parce que le vrai dev compliqué, fallait le garder pour faire un produit. Ouais, voilà. Et après, en fait,
c'était quoi notre premier, faudrait que je check, mais je vais juste regarder vite fait, mais ah oui, notre premier tool qui a vachement bien marché, c'était Unretweet. Donc c'était un tool pour cancel tes retweets et les faire disparaître de ton profil. Ah, c'est smart. Et du coup avoir en fait, on avait vu chez nos users un besoin un peu de faire ça, on l'avait développé en feature. Et ensuite on a unbundle la feature dans un free tool en l'ajustant un petit peu parce que c'était pas exactement ça le concept, mais bref, je vous passe les détails. Et on a fait un free tool pour unretweet tous tes tweets automatiquement. Et ça à la fois en termes de viralité parce que les gens en avaient marre d'avoir genre 40 000 retweets sur leur profil, tu vois, à chaque fois qu'ils retweetaient que ça reste et tout. Et en termes de SEO, parce que les gens cherchaient ce genre de tool, bah ça a cartonné. Et honnêtement, tout ce qu'on a fait, c'est mettre des bannières, buy tweet hunter, machin. On n'a jamais gaté, on n'a jamais fait des séquences d'emails après où on matraque et tout. Je dis pas qu'on n'aurait pas dû le faire, mais en vrai, ça présente quand même. Tu vois, peut-être que c'est un truc qu'en vrai on devrait faire maintenant que ce tool-là, il est number one des requêtes sur Google et qu'il a eu sa viralité, son moment de gloire sur Twitter. Peut-être que maintenant on devrait gater parce que mais au début je trouve ça chiant parce que tu limites l'usage en fait. Tu limites l'usage et du coup la viralité de ton propre mini tool, je trouve ça un peu dommage. Et ça justement, si on creuse, est-ce qu'aujourd'hui tu as un process qui justement te permet de détecter tiens, il y a un potentiel là-dessus et d'éviter, parce que j'ai l'impression au début tu lançais un peu des trucs de façon un peu random en mode ok bah tiens on a cette idée là, vas-y on balance et on voit ce qui se passe. Et là maintenant comme la boîte est plus âgée, toi c'est plus structuré, est-ce que toi tu mets en place des trucs peut-être pour surveiller tu vois la demande peut-être sur Twitter ou sur des requêtes SEO pour essayer de voir bah tiens ce truc là ça j'ai l'impression que ça monte en termes de requêtes, donc c'est qu'il y a un besoin sur ce machin là. Est-ce que du coup on peut faire nous un petit tool là-dessus, tu vois, qui permettrait de s'investir dans la bonne direction et arrêter de lancer des trucs random, parce qu'avec le temps forcément toi t'es moins scrappy qu'au début, tu vois, où t'es en mode vas-y bon on fait 2 3 4 MRR, on va pas faire des usines à gaz ou des quoi. Bah la réponse elle est un peu décevante, je pense. Non. En fait, on continue de faire énormément de trucs scrappy. On essaye un peu plus parce que maintenant je sais pas, je crois que c'est impossible à fixe comme problème, mais tu perds un peu de vélocité de dev avec le temps. Ça, c'est comment ça se fait ça? Tu penses que c'est le dev qui se fatigue? Non, je pense que juste t'as des couches et tu pètes des trucs et puis tu grossis, donc il te faut plus de monde et du coup il faut qu'ils se familiarisent et du coup ils pètent des trucs. Ouais. Et du coup, tu vois, le process c'est quand même encore que on se lève le matin avec une idée. Et on se demande si elle est bonne ou pas. Après, on prend un petit peu plus de temps pour la valider avec, tu vois, on va sur du Ahrefs ou du SEMrush ou des tools comme ça pour voir qu'il y a au moins une demande SEO, parce que la viralité seule va pas trop suffire maintenant. Ça va pas suffire à nous contenter, parce que pour avoir de la viralité tout court, court terme, moi je préfère mettre mon budget sur un influenceur qui va me faire un super post et qui va me rapporter des users. Donc maintenant je dois quand même avoir en face de mon mini tool une requête SEO qui a du sens. Ou alors j'ai vraiment eu une idée de ouf quoi et j'y crois et je pousse, mais bon voilà quoi, ça reste plus. Tu parles du SEO, mais justement, est-ce que tu as des process aujourd'hui qui te permettent de monter, si tu es invisible sur ces requêtes-là et t'arrives pas à avoir la viralité suffisante, bah en fait t'arrives pas à avoir tes backlinks, enfin toi t'auras pas de jus du SEO pour ranker et du coup développer vraiment, bénéficier vraiment de la pertinence de l'outil quoi. Ouais, bah en fait on fait encore pas mal de coups d'épée dans l'eau, où en fait on garde la même stratégie qu'à nos tout débuts quand il s'agit des mini tools. Moins concernant les vrais outils qu'on développe. Mais pour les mini tools, on a encore cette stratégie de vas-y, on y va. Normalement, ça devrait marcher. Si ça marche, on va peut-être même on va faire une refonte design du tool. On va améliorer les prompts GPT qu'on a mis. On va les optimiser. On va essayer de transformer ça en un très bon tool qui va faire x10 ou x100 par rapport à ce qu'il faisait avant, sachant que ce qu'il faisait avant, c'était déjà satisfaisant. Par contre, si on n'arrive pas à ranker, qu'on dégage, que ça fait pas de trafic, on va jamais revenir dessus.
on va jamais le mettre dans la moulinette d'un tool pour voir qu'est-ce qui va pas, je sais pas quoi. On se pose pas ces questions-là. J'avoue que nous, on est plus dans vraiment faire la masse de trucs et puis optimiser ce qui fonctionne, quoi. Donc t'as une approche organique, c'est-à-dire tu vas pas essayer d'acheter des liens, des trucs comme ça pour tout de suite. Ah non, jamais. On a testé un moment de faire, je crois, on a testé de faire de l'achat de backlink et tout. Je sais pas si c'est les providers qui allaient pas ou si ça marche pas, j'en sais rien, mais on a mis de la thune, on a mis trop de thune là-dedans et on ne refera pas, je pense. Moi, j'ai une question du coup maintenant sur tout à l'heure, tu as dit que pour ton premier tool, ton premier essai, ton application, t'avais levé 200K. Ouais. Là, en fait, on est d'accord, c'est t'as rien levé sur cette ouais, zéro. Toi aujourd'hui, en fait, 2024, le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs, c'est tu penses aujourd'hui qu'on a les moyens aujourd'hui de lancer avec zéro, que enfin voilà. En fait, tu aurais été plus loin en ayant de l'argent. Ouais, bah en fait, je pense que de toute façon aujourd'hui, tu ne peux plus lever que pour des trucs qui marchent déjà ou des trucs qui ont vraiment besoin de fonds, genre de l'industriel, quoi, tu vois. Un truc où de toute façon, si t'as pas des millions dans la banque, tu peux même pas launch, tu vois. Mais par contre, quand tu montes un SaaS, il faut qu'il soit déjà super sexy et il peut l'être de deux manières. Soit t'es un founder déjà successful, t'as déjà fait tes preuves et là tu sors dans la rue et t'as tous les VC qui veulent te filer de la thune. J'imagine, hein. C'est pas mon cas, mais je veux dire peut-être. Ou alors t'as un produit qui marche déjà, parce qu'en fait les barrières à l'entrée pour créer un product et faire du marketing, à la fois c'est devenu plus compétitif, hein, je suis d'accord, comme marché, et en même temps bah maintenant c'est tout le monde, enfin les VC ils misent sur une team capable de gagner aussi, quoi, donc ils veulent voir que tu as des succès avant de te filer de l'argent, je pense. Et j'imagine difficilement, honnêtement, des gens lever des fonds sans avoir un très bon track record ou un produit qui fait déjà, à défaut de faire peut-être beaucoup de revenus, qui a en tout cas à minima beaucoup d'users. Et donc du coup, en fait, toi, t'es d'accord avec Alex et Marwan qui dit, alors toi aujourd'hui, parce que eux ils me disent qu'à mon époque, en fait, quand j'avais lancé, à mon époque, 2014, tu vois, ma boîte C-Cube. Comme moi, quoi. Bah, c'était pourri au départ ce qu'on a lancé. Toi aujourd'hui, t'as dit un truc, t'as dit ouais, il faut lancer un truc déjà sexy. Là, tu me fais un peu peur parce que là, moi, j'ai envie d'essayer de faire des petites têtes. Là, non, là, je vais lancer des petits trucs. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire sexy aux yeux des invests parce que il y a de la thune ou des users. Okay. Après, moi, ma landing page de launch de TweetHunter, ça fait saigner des yeux. C'était horrible. C'était fait avec... mais c'est... Enfin, tu vois, bah justement, tu vois, pour compléter, parce que Laetitia, elle te disait que c'est un peu en tout cas, c'est mon guess, moi en ce moment, c'est qu'il y a des industries sur lesquelles, enfin, si tu veux arriver et faire un tool qui marche et qui plaît aux users, bah ton MVP il est plus énervé que il y a quelques années, tu vois. Il doit avoir un peu plus de features, d'être un peu plus propre. Parce que maintenant, les users sont habitués à avoir leur petite UX machin, un truc comme ça, bien stylé, à faire ci, à faire ça, et puis ils veulent tel futur. Si quelqu'un demain veut venir concurrencer TweetHunter, bah il doit arriver, il doit avoir pas au moins les mêmes features que vous, tu vois, mais enfin il doit avoir, il peut plus arriver en disant ah bah on fait des, comment ça s'appelle, on arrive à faire des threads sur notre app. Les gens ils vont être en mode frérot, je m'en fous, tu vois. Ou alors faut vraiment qu'ils arrivent avec un truc hyper différenciant, mais dans ton domaine, tu peux faire des threads sur. En fait, l'argument il marche pas parce qu'en fait, pourquoi du coup Peter Levels il continue à faire de l'oseille sur ses SaaS? Parce que c'est Peter Levels. Ouais, il a quand même non. C'est les mêmes users, ils ont aussi l'habitude. Mais non, si t'enlèves, vas-y, viens, moi, si un jour j'ai de l'oseille, je suis millionnaire, je paye Peter Levels pour qu'il lance un produit sans qu'il dise que c'est son produit, et tu verras, ça va pas marcher. Moi, ces trucs qui sont nuls à chier, ils sont trop moches, ils sont au bord d'éclater, enfin. Je pense que t'as un peu raison, mais. Pas surtout, mais je pense qu'il y a des industries où vraiment c'est devenu hardcore. Nous, quand on s'est lancé, en vrai, des concurrents à TweetHunter, enfin des schedulers de tweets pour Twitter avec des automations, des machins, il y en avait genre 5, dont genre Hypefury qui était super bien installé depuis 2 ans. Il y avait aussi tous les tools un peu legacy, j'ai envie de dire, qui font du multiplateforme de scheduling, donc genre les Buffer, Social Pilot, etc. Donc je veux dire, on est arrivé dans un marché où en vrai il y a masse de monde et où chaque tool a
des dizaines de features, tu vois. Et nous, ce qu'on a fait, et honnêtement, je pense si je suis tout à fait honnête avec moi-même, je pense qu'on l'a pas réfléchi. Je le dis rétroactivement, là, rétrospectivement, mais je pense pas que c'était calculé. C'est en fait, on a lancé un truc que aucun de ces tools faisait, et on a lancé que ça. On a lancé une barre de recherche, tu mets des mots-clés, t'as des tweets qui sortent, point. Il y avait, oui, un login et un moyen de mettre ta carte, quoi. Franchement, c'était ça le tool, quoi. Je pense que aujourd'hui, un moyen je pense que ça peut encore se faire aujourd'hui. Tu vois, demain, ok, moi je prends un exemple sur LinkedIn. D'ailleurs, tu dois connaître Marwan Simon de l'Empire. Ouais, c'est surtout ouais, voilà. Tool qui a sorti là. Et tu sais que quand j'étais chez Lemlist, déjà on en parlait. Je me souviens que c'était lui qui a eu l'idée et tout. Il était en mode ce serait stylé qu'on fasse ça. Et on l'a abandonné, tu vois. Il l'a sorti. C'est un truc que Taplio fait pas encore bien ou pas du tout. Tu vois, enfin on n'est pas vraiment sur ce créneau-là. Admettons, tu vois, que c'est un truc dont les gens ont vachement envie et que ça cartonne. Demain, il peut commencer à build des features qui vont le transformer petit à petit en concurrent de Taplio. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. On a ensuite mis le scheduling. Là, iFury, ils se sont mis à nous tracher sur les réseaux sociaux parce qu'on avait mis du scheduling. Et parce qu'on bossait avec eux, on leur avait fourni notre tech en API en fait avant, et du coup ils ont pas aimé qu'on mette du scheduling et ils se sont vénères, quoi. L'histoire c'est juste ça. Et bref, et du coup je pense qu'il y a moyen encore de faire ce playbook, tu vois. Je vois pas pourquoi. Bah ouais, mais c'est pour ça que je voulais vous donner des excuses. Parce que maintenant, il y a des excuses pour pas sortir de Tool. Les gars, mais non. C'est tout. Non, c'est pas ça, mais regarde. Non, mais regarde, je te donne une industrie. De ressources qu'avant aussi, tu vois. Parce que maintenant, t'as beaucoup plus de trucs, tu peux aller plus vite, t'as plein d'assets de partout, donc les barrières, enfin, les facilitateurs sont plus élevés aussi qu'à l'époque. Donc forcément, le niveau moyen, évolue avec le temps, quoi. Bah ouais. Mais regarde, je te donne un exemple tout bête. Si demain quelqu'un il veut concurrencer Lemlist, bah tu es obligé d'arriver avec un truc qui est aussi stylé que Lemlist. Et après de mettre un coup de pression en disant bah voilà, on est moins cher, tu vois. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas arrivé avec un tool qui est plus moche. Tu vois, là, j'ai pas d'idée. Je suis d'accord avec toi, mec. Enfin, faut regarder Reply, parce que t'étais un mec sales chez Lemlist, mais tu calculais pas Reply.io et Woodpecker, qui était en termes du XUI beaucoup plus élevé. Et du coup, je pense que Lemlist c'était la version de Peter Levels des tools de ça. Mais parce qu'il était moins cher. Ouais, mais c'était pas dégueu en UX. Je te jure. Non, c'était pas dégueu en UX, tu vois. Et ils sont arrivés, ils avaient comme, et en plus, ils avaient la même chose que Tom disait, il avait la feature de, on shoot des vidéos et des LP. Ouais, ça, personne le faisait. Et des images. C'est les images. Donc, tu vois, ça, c'était le truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce marché qui est hyper concurrentiel, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Tu vas envoyer un message audio, tu vas envoyer une carte postale, tu vas envoyer un ballon de baudruche, genre, tu vois, en fait, t'es arrivé à un stade où, si tu veux venir concurrencer une boîte comme ça, t'es obligé d'avoir au minimum les mêmes features que, tu vois. Et après, tu dois jouer sur d'autres trucs. Je suis ouais, honnêtement, je suis pas d'accord. Je pense que t'as encore des trucs à faire dans le cold outreach. Peut-être pas. Alors cold email, je sais pas. Honnêtement, moi en plus c'est pas mon domaine d'expertise, donc je sais pas si tu peux inventer demain. Enfin moi là j'ai pas d'idée de feature pour lancer un Lemlist 2, tu vois, et de démarrer par juste cette feature. J'en sais rien. Mais tu vois, sur de l'outreach en général. Tu vois, Lemlist, ils viennent de sortir les voice notes sur LinkedIn. Bah, en soi, ça peut être un tool à part entière, ce truc, tu vois. Notre seul truc qui fonctionne encore, ils vont tuer le game. Oh non. Je suis mort Laetitia comme elle. Ah, ils vont tuer le marché. T'as pas vu la démo? Mais non, j'ai pas vu. Je l'ai vu la démo. En plus, c'est beau, hein. En UX, en UI et tout, ils ont fait un truc clean, hein. Franchement, ils ont géré. Ouais. Ils sont pas en mode get shit done. La mentale, elle a changé. C'est fini, faut trouver autre chose que les notes vocales. Ils vont nous tuer. Et bref, du coup, en vrai, ça, il y a 6 mois ou il y a 1 an, tu lances ça comme tool, seul. Ça peut être un tool, hein, tu vois. Genre maintenant que c'est dans les listes, je suis d'accord, ça l'est pas, c'est too late. Mais tu vois, faut avoir un peu un temps d'avance sur ça, voir en fait leurs users, c'est quoi ce qu'ils veulent, et essayer de trouver une feature qui a pas encore été build. Après, sur ce que disait Alex, par exemple, c'est vrai que,
et même sur ce que tu disais, Marwan, faut délivrer, je pense, un peu plus de UI, UX que tu vois, il y a 3 ans, et il y a 3 ans, fallait délivrer plus qu'il y a 5 ans, etc. Quoi. Je suis d'accord. Maintenant, franchement, livrer un product moche, c'est chiant. Après, encore dans certaines niches, ça peut marcher, tu vois, la niche un peu hacker, un peu mec des sous-bois là qui sortent et qui veulent casser un truc là, genre eux, un tool moche, c'est limite fait pour eux, quoi, tu vois. Non, mais c'est pour ça aussi que je disais, tu vois, c'est que maintenant tu dois quand même avoir ton petit UI, ton petit UX un peu stylé, parce que sinon les joueurs ils ont la flemme de réfléchir. Je suis d'accord, mais la UI et la UX, c'est quand même, enfin, je sais pas. Je vais me faire détester, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur, je trouve, ouais. Non, parce que maintenant, tu prends un template Figma, t'as tes trucs, t'as des librairies. Mais tu vois, quand même, en fait, mine de rien, enfin, quand t'es pas, moi, au début, j'étais une grosse merde là-dedans. Même tu me donnais tous les composants qu'il fallait, je les additionnais ensemble, c'était dégueulasse, tu vois. Et puis réfléchir à l'UX, etc., c'est compliqué. Sauf quand le produit, tu le fais pour toi. Là, tu sais un peu ce que t'as envie d'avoir. Ah, bah oui, ça c'est sûr. C'est quand même un métier, tu vois. Parce que sinon, il y aurait pas de product designer et, Non, mais moi je pense qu'à un certain niveau de maturité de ta boîte, t'as besoin de ces gens-là, tu peux pas faire ça. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Là, je pense que tant que tu builds pour toi, c'est ça. Parce que vous en avez pas. Enfin, il y a toi. Ouais, il y a moi, et là on commence à onboard du coup product design. Enfin, l'équipe est en train de se développer là-dessus. Trop bien. Alors, parce que pareil, ça c'est une autre taille que j'avais où Laetitia était pas d'accord, c'est que je disais franchement, si tu prends un product manager, je sais pas quoi, designer au début de ta boîte, alors que tu fais un truc pour toi, enfin genre vraiment tu dépenses mal ton argent, tu vois. Ça devrait être à toi de te chauffer à faire ton UX et tout. Enfin, sinon c'est vraiment genre je sais pas, ça moi ça me genre c'est inconcevable pour moi. En fait, moi je sais plus qui, je crois que c'est Charles, le CEO de l'Empire, qui me disait que pour lui le CEO d'une boîte, c'est le head of product, en fait. Ouais, donc surtout d'une boîte SaaS, quoi. Et c'est pour ça qu'on a fait de la merde, en fait, parce que nous on avait un mec product qui faisait style de savoir, et en fait on avait le CEO qui avait une bonne idée de ce qu'il fallait faire, et du coup ça créait des choix. Ouais, etc. souvent, je dis pas que c'est une vérité absolue, mais embaucher un CPO, c'est un moment hyper strat, parce que c'est-à-dire que ton founder va prendre de la distance par rapport au produit, ça peut vite partir en couille. Et je sais pas, cas extrême et pas forcément représentatif, mais genre Boeing, avec les merdes récentes là, leur strat depuis 2 décennies ou un truc comme ça, c'est d'optimiser pour la thune et les dividendes aux actionnaires. Et tout dans la communication est fait autour de ça. Donc en fait, ils ont mis à la tête de l'entreprise des financiers, et à la fin, t'as un product de merde, et je sais pas s'ils s'en sortiront. Je suis personne pour dire qu'ils s'en sortiront pas, mais on peut penser que c'était quand même une décision un peu pourrie. Yes, vous avez convaincu là-dessus. Du coup, on va parler peut-être d'acquisition. Ah, enfin. Ouais, sur ça. Vous avez parlé d'acquisition. Du coup, t'as vendu. Ouais. Pourquoi vendre sa boîte alors que ça marche? Et que ça n'avait pas tant d'années, tu vois. Ouais, moi, j'ai vendu ma boîte au bout de 7 ans. Ouais. J'étais fatigué, mais... Du coup, d'ailleurs, je sais pas si on a dit qu'on avait vendu à l'Empire et donc à l'Emis. Non, je pense qu'on n'a pas dit. Non. C'est pour ça qu'on en parle pas mal, peut-être aussi. Pourquoi vendre? En fait, on a commencé à chercher des acheteurs moins d'1 an après le launch de TweetHunter. On était à 70K MRR. Ok, c'est bien. Au final, en fait, donc pourquoi on voulait vendre? Objectivement, on savait, en tout cas, maintenant je suis moins convaincu, qu'on était dans un marché où, on dépend des plateformes en gros. Donc potentiellement demain, Twitter disparaît, LinkedIn disparaît. Bon, il y a quand même un sujet là-dessus. Et après, la réalité, c'est que sur ce point-là, mon associé et moi, on n'était pas forcément d'accord. Enfin, on était d'accord sur le principe, mais pas sur ce qu'il fallait faire. Moi, je viens du product, je viens du marketing. Lui, il vient de CTO de startup. Et du coup, je pense que moi, mon aversion au risque était supérieure à ce moment-là que la sienne. C'est-à-dire que lui, demain, ça plante.
en vrai, il peut aller trouver un job à 100, 150K, il va les toucher, ça ira. Moi, j'avoue, je voyais un truc qui cartonnait de ouf. J'ai pas spécialement envie de retourner à gagner 2500 balles par mois. Tu vois, J'avoue. C'est genre, il y a un moment, tu veux sécuriser tes gains. Tu vois, t'es au casino là, t'es allé jouer, t'es content. Tu vois, genre si t'as plein de thunes à la banque, tu joues jusqu'au bout. Si t'es mal, tu prends, tu sécurises, quoi. Tu t'en vas et tu gardes tes gains. Et du coup, ça a participé à la décision, mais en gros, ce qu'on s'est dit, c'est si on a une offre qui nous satisfait, et on a défini l'offre qui nous satisferait, alors on vend. Et du coup, on a démarré notre recherche comme ça, et voilà, et ça a fini par se faire avec Lemlist. On a discuté avec plusieurs autres boîtes avant, mais des boîtes étrangères. Dans le même domaine d'outreach, parce que moi, j'avais quitté Lemlist et quelques mois après. Du coup, j'avais appris que vous aviez été racheté et je m'étais demandé, du coup, j'étais dans la boîte donc j'avais quand même quelques idées, tu vois. Mais le move de l'extérieur, il peut être un peu en mode, attends, l'MD c'est de l'outreach, là on a un tool qui fait du personal branding, pourquoi et comment. Donc j'étais curieux de comprendre quelle boîte vous aviez contacté pour essayer de vous faire racheter. Est-ce que l'Emlist c'était pas pas comment dire, mais l'exception quoi, l'exception. L'exception, ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Alors nous, les calls qui sont allés le plus loin, c'était avec des schedulers legacy, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, je peux pas trop citer de noms, j'ai des machins là, des t'inquiète. Mais en gros, des gros schedulers de postes américains ou indiens. Et en fait, en gros, ça l'a pas fait, soit pour des questions de thunes. Soit pour des questions de fit où en vrai on se voyait pas bosser avec eux pendant 2 ans, parce que dans ces deals là tu vends pas et tu te casses 3 mois après, quoi. Ça existe, mais tu perds beaucoup au change. Et du coup, c'est une très mauvaise idée de faire ça en fait moi j'ai jamais compris le fait de loquer les fondeurs d'une boîte. Je trouve ça débile parce que alors ça dépend si tu kiffes encore ton produit, que t'as envie d'y rester. Mais si t'as pas envie, en fait, moi j'ai vu des trucs assez hardcore dans mon domaine, dans le recrutement. Donc je dirais pas trop de noms, mais une boîte qui a été rachetée par un grand et qui en fait, je crois qu'il était loqué pendant 3 ans. Et le mec, ou 2 ans peut-être, ouais. Et le mec, en fait, il a vendu comme un porc. Mais tu sais, en fait, genre, tu sais, le mec qui est plus raisonnable, en fait, qui tord le marché, genre en mode malade mental, parce qu'il se dit en fait j'ai des rewards en fait à vendre énormément. Du coup tu penses plus du tout à ton produit, ta réputation, etc. Et donc en fait au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu laisses un cadeau, tu dis allez ciao, tu laisses un cadeau à un truc alors que le mec il a juste monté le chèque qu'il allait avoir à la fin, tu vois. Et en fait ça c'est typiquement le genre de truc en fait où tu te dis, même moi quand j'étais dans cette situation là où en fait on te dit faut que tu restes 1 an, il faut que tu fasses ta passation, etc. où t'es en mode genre ouais, si j'ai envie de rester, j'ai envie de vraiment rester, mais si t'as pas vraiment envie de rester, t'as un peu un truc de voilà. Si t'as pas envie de rester, faut que tu considères que le chèque que tu vas toucher, c'est celui du début, et que après tu vas soit être extrêmement malheureux, soit tu vas partir avec beaucoup moins. Sauf que généralement, alors toi t'as quand même vendu à un moment stylé, quoi. Genre tu fais un super MRR, ça fait même pas 1 an, etc. Mais quand tu vends après des années, tu vois, genre en fait t'as un peu le truc de non, je vais quand même rester parce que quand même j'ai tellement investi dans ce truc-là que tu vois il me faut, tu vois. Je pense que t'es un peu. Ah ouais, non, mais après c'est mon mindset un peu girouette, où heureusement moi que ça faisait que 1 an. Okay. Parce que si ça faisait 5 ans, j'aurais pété un câble, j'aurais voulu me barrer immédiatement le lendemain de la signature. Et en fait, je pense que moi, vraiment, passer 5 ans sur un projet, je peux pas. C'est pour ça qu'il y a Tapio, qu'il y a plein de projets en fait. Ça joue, ouais. Mais du coup, oui, on a. Mais je vais juste revenir sur le fit parce que c'était quand même assez important. Ouais, de ouf. En fait, nous on a vendu à l'Empire parce qu'il y avait 2 choses. Enfin, en fait, mentalement, dans le mindset, ça nous allait bien. J'en ai marre d'utiliser le mot mindset, mais bon, je l'utilise. En gros, ils sont orientés croissance, très très vraiment, genre ils veulent croître et tout machin. C'est à l'américaine entre guillemets, c'est vrai, hein. tout en étant des Français en fait. Et du coup,
nous, ça nous correspondait bien. On était en hyper croissance au moment de vendre. Le même mindset. On est français. Le même mindset un peu à la croissance. Donc le mindset, il est identique. Nous, on est un peu l'Emlist il y a je sais pas combien d'années, il y a 4-5 ans, quoi. 5-6. Et du coup, ça nous allait très bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs le deal se passe vachement bien par rapport à la majorité des deals où les founders se barrent au bout de 3 mois parce qu'ils ont envie de tuer leur acquéreur. Ils deviennent fous, quoi. Franchement, je crois qu'il y a 80% des founders qui vont pas au bout de leur earn-out, il me semble. Ah ouais, ça, c'est pas ce truc, c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est quoi, je crois que Guillaume, il avait partagé dans un article, j'ai plus trop je sais pas les clauses, mais tu vois, comment est-ce que c'est goupillé? C'était quoi? C'était, vous restez quelques années, vous êtes libre, comment ça s'est fait? En gros, je peux parler chiffres, hein. Nous, on n'a jamais caché les chiffres, hein. On les a même partagés sur LinkedIn. Donc, ouais, il me semble, c'est pour ça que je te pose la question. En gros, on a pris un chèque de 2 millions à la vente. Waouh. Chèque qui était du coup réparti avec nos associés de l'époque, donc les fameux créateurs dont je parlais. Le créateur de 50K, là, 60K, il devait être refait. Lui, il était content, lui. Il a dû se dire... Bah, lui, je crois qu'il a pris 300, 400K. Lui, le mec, il a dû se dire, franchement, ce DM, le jour où j'ai répondu à ce DM, c'était le plus beau jour de ma vie. Je pense que maintenant, il répond à tous ses DM, tu vois. De ouf. Et on avait fait un partenariat avec 2 autres personnes sur Taplio qui ont pris 100K chacun, en gros. Voilà. Donc bon, le chèque upfront, c'était 2 millions. Et après, on a des bonus pour notre présence au bout d'1 an et au bout de 2 ans, qui sont de 250K chacun à chaque fois. Donc c'est bien. Mais le gros du truc, c'est en gros, c'est basé sur la performance de la boîte, et on doit atteindre des paliers d'ARR pour toucher des bonus. Et ces paliers doivent être atteints avec une marge minimum d'exploitation sur les 30 derniers jours pour pas qu'on fasse les gogoles et que d'un coup on se mette à dépenser tout ce qu'il y a en banque et que comme par hasard il y a de la croissance pendant 1 mois et après il y a plus rien, tu vois. Donc non mais c'est important. Moi je trouve que globalement le deal est bien ficelé et au global si on atteignait toutes nos targets, tous nos machins, tous nos trucs, c'est un deal qui, dans l'ensemble, peut valoir autour de 10 millions d'euros. Mais je crois pas que ça vaudra ça à la fin, mais on sera pas non plus extrêmement loin. Ça va ressembler à quelque chose de... Et quand ils vous ont racheté, vous faisiez 70 000 du coup de MRR? Non, au final, ça c'est plus début des discussions. En fait, comme on était en hyper croissance, on a fini, on faisait 1 million, 1,5 million d'ARR. Donc, je pense qu'on faisait 100K de MRR au moment de la vente, à peu près. Ouais, donc quand même un beau multiple en vrai. Mon nouveau rôle, bah en fait, moi j'ai pas changé. Ouais, j'ai pas changé de rôle. En fait, le truc, genre vraiment là où le deal se passe mieux que mes espérances, tu vois, genre il y a plein de trucs, je considère que c'est normal que ça se passe bien. Là, ça se passe mieux que ce que je pensais. C'est la liberté qu'on a eue de pouvoir gérer le futur de cette boîte comme on l'entendait. Donc évidemment, au bout de 2 ans, parce que l'earn-out est sur 2 ans, on va céder les clés et le contrôle. N'empêche qu'en attendant, on a le contrôle et on a vraiment une liberté qui, je pense, est pas très souvent octroyée d'un acquéreur envers une boîte qui l'achète, quoi. Donc là, c'est comme si vous aviez personne entre guillemets. Enfin, je veux dire, il vient pas interférer. L'Emlist ne vient pas interférer. Il y a pas des membres de la team qui viennent. Enfin, vous faites votre live, quoi. Et eux, c'est à peu près ça. Il y a un minimum parce que tu vas pas pas non plus parler à personne et tu veux me parler, non, dégage, tu vois, genre. Non, bien sûr. mais en termes de, à part les très très grosses décisions où évidemment on leur dit ce qu'on veut faire et ils approuvent. Mais jusqu'à présent, ils ont toujours approuvé, tu vois, il y a jamais eu de friction là-dessus. Genre typiquement l'augmentation du prix, tu vois, l'augmentation du prix, bah, on va leur dire avant quand c'est un peu normal. Bah du coup eux ça leur va et du coup on avance comme ça, quoi. Voilà, mais s'il s'agit d'embaucher un mec ou de développer une feature ou de changer une landing ou je sais pas quoi, non, on n'a pas de questions.
Ouais, d'ailleurs, même les équipes sont séparées. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que du coup, Guillaume, il a racheté la boîte parce que, bah, après, tu pourras me dire aussi si je me trompe ou pas, mais il y a quand même une belle synergie. Mais il était vraiment en mode, ok, d'abord, avant de créer des bonnes synergies, il y a quand même l'Emlist là qui est en hyper croissance, faut structurer le bazar, il y a des trucs qui se sont passés. Enfin bref, faut cadrer la chose. Donc, au lieu de me rajouter des problèmes à aller gérer un autre projet qui est très bien géré, déjà, je me concentre sur mon truc, je les laisse faire ce qu'ils ont à faire et on fera les synergies plus tard. Ou est-ce que je me trompe, c'est pas... Ça a jamais été dit comme ça parce qu'en fait c'était en fait je sais pas dans le sens où nous on voulait cette autonomie et donc on l'a demandé pendant la négociation du deal et on l'a obtenu. Est-ce qu'on l'a obtenu pour ces raisons-là? Peut-être. Moi je pense aussi que enfin tant que les founders ils sont intéressés par leurs produits et par ce qu'ils font, il vaut mieux leur laisser les mains libres en fait. Je pense que stratégiquement c'est une meilleure décision. Sauf si en fait tu faisais un acqui-hire et que tu veux juste transformer une team qui vendait je sais pas quoi en une team qui vend autre chose. Mais si c'est vraiment une boîte product et un play product, je trouve ça un peu bête de mettre les mains dans le camp, d'arriver tout le temps à organiser 4 réunions par semaine pour se débriefer avec le head of product, le head of market, le head of truc. Enfin, tu vois, honnêtement, moi, mon bonus, il est ARR, quoi. Donc, moi, ce que je regarde, c'est l'ARR. Après, ouais, pour moi, mais en plus, enfin, de toute façon, c'est ce qu'on regarde depuis le début. Je sais que la réponse là, ouais, j'ai pas une métrique magique sortie de mon chapeau en mode je vais changer comment tout le monde voit le SaaS, mais pour moi c'est revenue first. Non, mais tu pourrais te dire, ouais, ok, bah, revenu first, ok. Mais pour faire du revenu, il faut que nos users, ils soient, je sais pas, ils soient satisfaits. Donc, en fait, on se concentre sur les satisfaire au maximum. Tu vois, genre, la North Star Value, en général, des fois, c'est pas vraiment le MRR. Souvent, c'est le churn. Souvent, la North Star Value, c'est le churn. En l'occurrence, nous, on va, quoi qu'il arrive, avoir un churn qui sort des standards du marché. Et qui va être par là j'entends supérieur aux standards du marché. Enfin, on est facile à unplug, on n'a pas de sales, donc peut-être, j'en sais rien, mais tu vois, quand t'es accompagné par un humain un peu dans ta prise de décision d'achat, peut-être que tu reviens un peu moins dessus. On se price volontairement dans le haut du panier, comme tu disais, et on target une cible qui est pas forcément déjà en train de faire de la thune. En fait, nous, je dirais pas qu'on est B2B. Nous, on est plus B2 prosumer un peu, enfin B2 créateur, B2 mec qui veut bosser pour lui-même. Et peut-être qu'il est déjà successful, mais peut-être qu'il l'est pas encore et que dans un mois ou deux, ça le saoulera de payer 50 balles pour utiliser ton tool. C'est la réalité. Du coup, nous, si on regarde notre churn, enfin, en fait, il y a pas 1000 trucs qu'on peut faire pour drastiquement améliorer notre churn. On a 70-80% de US. La France, non. La France, c'est genre 4 ou 5. Même sur ta Plio? Ouais. Mais je t'ai dit de toute façon, en France, moi j'ai l'impression que tu peux. Non mais ça c'est. Tu peux pas monter de SaaS. Tu peux pas monter de SaaS en France. Ah ouais, je sais pas. Non mais ouais, j'entends ce que tu dis. Il y a un budget qui est pas le même en France qu'aux US pour du SaaS. Mais moi je trouve que d'ailleurs autre similarité avec l'Emlist, target US à balle quoi. L'Emlist, ils ont sûrement un peu plus de France que Taplio. Ouais, dans mes souvenirs, mais plus international que juste US aussi. Tu sais, il y avait beaucoup. Oui, non, mais nous aussi, on n'a pas targeté les US. C'est juste, il se trouve que. Okay. Mais et en numéro 2, on a l'Inde. En numéro 3, on a UK ou Canada, un truc comme ça. Et puis voilà. Okay. Bah, l'Inde, c'est fat, hein. C'est un gros marché. C'est fat. Et mais moi je trouve, enfin pour moi, un des trucs que font trop de Français, c'est lancer des SaaS pour des Français quoi. Genre je comprends pas ça. À moins que tu sors un truc norme ISO je sais pas quoi française avec Cerfa bidule, pourquoi tu lances en France genre? Ou alors t'es solo, même pas non. Tu sais, t'es un petit solopreneur, tu veux pas te faire chier, tu veux sortir tes 20K de MRR.
bon. Bah, tu les feras plus facilement aux US, hein, je veux dire. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. J'avoue qu'il n'y a pas trop de raison de Enfin, sauf si ton seul moyen sauf si tu vends du SaaS à 2000 € par mois, frais de setup, sales et tout. Là, ouais, évidemment, tu vas aller, t'as besoin d'avoir des sales, d'avoir des mecs qui peuvent parler à ton client dans leur langue et tout. Y a pas de débat. Mais ton tool à 40 €, le faire pour le marché français, je comprends pas, quoi. Et je vois ça, mais tous les jours. Je comprends pas. Intéressant. Je sais pas si t'avais une dernière question, Lisa. Moi, j'en ai une dernière. Peut-être ça sera parfait pour clôturer. C'était, c'est quoi, du coup, la suite une fois que t'as passé le cap des 2 ans avec l'Amlist? Parce que toi, tu disais, moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses et tout. Comment tu vois la suite? Est-ce que t'as d'autres choses? Ouais, je pense que je vais. Tes guests, tu vois aussi pour l'avenir? J'hésite entre deux trucs. Déjà, j'ai plein de produits SaaS que je veux lancer. J'en ai 4-5. Et du coup, je pense qu'on va tester ça. Certains peut-être avec mon associé, certains peut-être sans. Je sais pas. Mais oui, on va bouger à l'issue de notre earn-out et se relancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est pas impossible aussi que je prenne 3 mois off et que j'aille pioncer, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu vois, genre tu te crames en fait. Moi, honnêtement, je me suis cramé et je vais voir si bosser sur autre chose, ça va faire que je me sens plus cramé. Et c'est juste j'ai besoin de nouveautés là, ou est-ce que j'ai besoin de repos, quoi. Bon, bah, je vais faire le test. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura zéro pression, quoi. Et honnêtement. Bah, j'aurai un nouveau unfair advantage la prochaine fois, c'est que je peux le faire. Ouais, c'est que maintenant j'ai de l'argent, je peux prendre le temps. Tu sais comment faire aussi. Hein. Ouais, mais aussi je peux en planter 25 maintenant au lieu de... Oui. je vais avoir de la... Ça se trouve, je vais en planter... Ça se trouve, je vais jamais... Ça, c'est ma grande peur, en vrai. C'est ça, c'est de pas réussir une deuxième fois. J'aimerais bien réussir une deuxième fois, et après, je tire ma révérence, je dis merci, ciao. Ça veut dire que je sais faire, j'ai pas été juste chanceux, tu vois. Genre, en vrai, je veux juste le faire une deuxième fois. Et une deuxième fois, j'arrête. Aussi bien, pas forcément, mais bien, tu vois, genre... Genre un truc qui va faire 50 ou 100 K par mois, je m'en satisferai largement et ça voudra dire que je suis je suis pas un teubé. Genre, je me suis pas fait traiter de clochard et tout. Je sais ce qui s'est passé. Il a pas taxé la LP, il a rien dit, c'est bizarre. Bah non, moi j'ai écouté, hein, c'était intéressant. Je t'en mode ok, vas-y, j'écoute. Hein. Et puis je pense dans ton cas, c'est pas de la chance parce que quand t'arrives à une certaine échelle. Toi, c'est au début, tu peux avoir un peu de la moule sur un truc, machin, et ça a marché sans faire exprès, quoi. Sauf qu'il y a un moment, tu vois, le niveau que vous avez avec la taille maintenant et la vitesse à laquelle c'est allé, tu vois, même s'il y a des moves que t'as peut-être pas fait de manière complètement intentionnelle, on sent que ça a pas fait non plus comme un mongol, quoi, que t'as pas géré le truc en mode vas-y, on était un peu débiles, on a fait ça, je sais pas, ça a marché comme ça, je sais pas. Tu vois, donc j'ai bon espoir. Je vais mettre un petit billet sur toi sur le SAS numéro 2 pour le le gars. Trop de kilos. Non mais en vrai même à mon échelle, tu vois, genre est-ce que je suis pas un peu idiot de potentiellement me dire que je vais lancer 4-5 SAS en même temps à l'issue de mon earn-out. Je pense que c'est pas très malin. Et même pour l'avoir une fois réussi, je le recommande pas à moi-même. C'est juste que j'ai envie de m'amuser et que ça me fait plaisir de bosser sur plusieurs trucs en même temps. Mais pour moi, si tu veux réussir ton SaaS, t'as pas d'autre choix que de le faire full time et limite plus que full time, tu vois. Ça me rassure. Je vois pas trop. Après, justement, pour moi, c'est plutôt tu te crées ton petit trésor de guerre là, qui va faire que tu peux tenir, allez, 1 an. Tu te fixes 1 an de trésor, et quand t'as 1 an de trésor, tu fais ça et tu fais que ça, et tu prends pas la petite mission qui tombe pour remplir un peu le compte, tu vois, genre tu les refuses ces missions-là. Et ça va bien se passer. Moi, en fait, c'est un peu comme les intermittents du spectacle, tu vois. Moi, j'ai plein de potes de mon lycée qui sont devenus intermittents du spectacle. Et à chaque fois, ils flippent de dire non à un contrat, quoi. Et en fait, tous ceux qui ont dit non,
bah genre ils arrêtent de taffer pendant 6 mois, ils se prennent un temps pour eux et tout machin, ils reviennent, il y a encore du travail, hein. Ça a pas changé. Tant que tu restes à peu près à jour dans tes compétences et ta connaissance de ce qui se passe dans le monde, je pense que si ça fail, c'est pas grave, tu reprendras l'émission plus tard. Merci à vous. Merci Alex, ta non-participation aussi.